Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler de cette grande preview du Tour de France 2026. On est au même niveau de hype qu'en 2019, qu'en 2022 ou qu'en 2025, ça s'annonce très bien et j'ai très envie de vous faire cette preview. Donc aujourd'hui on va revenir sur toute la start list du Tour de France de manière générale. Et on évoquera ce que l'on peut voir pour certains classements potentiellement. Hier, on a évoqué ce qu'on peut voir, enfin même ce matin en l'occurrence, ce que l'on pouvait voir en fonction du parcours. Et là, aujourd'hui, on va parler de la start list. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Donc, nous allons commencer cette start list avec le dossard numéro 1, bien évidemment, Tadej Pogacar et sa formation UAE Team Emirates XRG. Tour de France qui peut rentrer dans l'histoire. Si on part du principe que Tadej Pogacar, en cas de victoire finale, serait à égalité avec Hinault, Merckx, Anquetil et Indurain en quintuple vainqueur du Tour de France. Il peut également se rapprocher des 35 victoires de Mark Cavendish. Il a très peu couru, c'est vrai, seulement 16 jours de course cette saison, mais des totales démonstrations déjà parce que vainqueur au Stradé à San Remo, au Tour des Flandres, deuxième à Roubaix, premier à Liège bien évidemment. Sa pire place c'est une 12e sur le Tour de Suisse, mais bon, le Tour de Suisse c'est quand même avec 3 victoires d'étape plus le classement général. Et pareil sur le Tour de Romandie, 3 victoires d'étape plus le classement général. Non, c'est même 4 victoires d'étape plus le classement général. Il est en totale démonstration depuis le début de la saison. La question c'est de voir, déjà il n'a pas affronté Jonas Vingegaard pour le moment. Donc on n'a pas d'indication entre les deux lequel est plus fort. Parce que Vingegaard a dit qu'il s'est jamais senti aussi fort. Mais il y a la UAE. Et par rapport à une équipe UAE, on a eu beaucoup de blessés. Je pense notamment à Marc Solé, qui ne reprendra pas avant la Volta. Même à Jevine qui est tombé aussi. Jonathan Narvaez qui est tombé très tôt, qui s'est imposé sur le Tour de Suisse après 3 victoires d'étape sur le Giro. On s'en sort bien, oui. Il y a Tim Wellens qui a eu pas mal de pépins de cette saison, notamment des chutes. Il est quand même de retour. Isaac Del Toro qui était en démonstration sur le dernier Tour Rheinland. Mais ce qui est très intéressant avec Isaac Del Toro pour cette formation UAE, le Mexicain qui dispute son premier Tour de France, c'est qu'on a un ogre à deux têtes. C'est-à-dire que Tadej Pogacar, même s'il est moins bien, il pourrait pourquoi pas envoyer un Isaac Del Toro en éclaireur. Et puis on peut essayer de piéger la Visma à deux courses, parce que la Visma ne pourra pas enfin la Visma pourront le tenter, mais ce sera moins le cas que cette formation-ci. On amène quand même Wellens, Vermeersch aussi. On a Damietz, coureur d'expérience bien évidemment, qui a abandonné le Giro. Vainqueur de Grand Camino, même si bon, c'est 15e à l'UAE Tour, 3e au Tour d'Oman, après une deuxième place à Muscat Cycling Classic et 23e sur le Tour Down Under, 28 jours de course pour lui. Mais il a plus couru depuis mai. Donc est-ce qu'il y aura un problème de rythme? Est-ce qu'aussi on peut pas se dire, en première semaine par exemple, on fait rouler tel coureur comme ce qu'on avait par exemple à une époque avec la Sky, par exemple McNulty, puis la deuxième est plus soit pour Yates en montagne et puis Del Toro la troisième. Mais Yates il m'a pas totalement convaincu l'an dernier quand même. Sur le Tour de France, on le voyait souvent plus être en queue de peloton et quasiment être intéressé pas réellement être le meilleur équipier de Pogacar. Après l'an dernier, il avait couru combien de jours de course? 69 jours. Mais son Tour de France l'an dernier, il finit 24e. Mais bon, il finit 8e à Courchevel et 8e du chrono. Mais j'ai pas été très marqué par vraiment un Yates ultra performant sur le dernier Tour de France. Et ça, c'est ça qui m'avait peut-être un peu inquiété, c'est qu'à 33 ans, déjà son frère a arrêté sa carrière. Mais même en termes de langage corporel, après c'est souvent été le cas avec Adamiès, mais j'avais pas l'impression qu'il était réellement intéressé par ce qui se passait. Et ça peut être à voir. Alors, il a quand même remporté le Grand Camino, mais plus de jours de course depuis le Giro. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas une difficulté, comme j'ai dit, à remettre la machine en route? Ça peut être une possibilité pour lui, pour cette équipe-ci. Après, on aura également Félix Groschartner qui, lui, est quand même assez intéressant. Déjà, vainqueur du championnat d'Autriche du chrono et deuxième de l'épreuve en ligne, mais 16e du Tour de Suisse. Et puis sur le Romandie, il fait 28e. Et le Tour de Romandie a fait un très gros travail autour de Pogacar, qui est un équipier que Tadej Pogacar apprécie énormément. Félix Groschartner, je pense que dans l'ordre côté UAE, on sera sûrement sur Vermeersch et Polit. Et après, on passera peut-être sur Groschartner Wellens. Et du coup, on gardera Del Toro, Yates et McNulty autour de Pogacar. Est-ce qu'on mettrait pas McNulty devant Yates? Mais McNulty en haute montagne est peut-être un peu limité. Après, le Tour de Suisse, il fait quand même 6e. Il abandonne le Tour du Pays Basque sur la dernière étape, 45e du Tour de Catalogne. Paris-Nice, il abandonne sur l'étape du Chouan avec une grosse chute. 34 jours de course pour lui, 5e du Tour de la Communauté de Valence et 43e en Algarve. Je suis pas totalement convaincu par ces résultats. C'est vrai que McNulty, je l'ai pas vu depuis quasiment Paris-Nice parce que
Il était 98e au général du Tour du Pays Basque et j'ai quasiment pas vu sur cette épreuve, à part sur le contre-la-montre, où on sait qu'il est performant sur le chrono. Alors je dis que j'ai pas beaucoup vu, j'ai regardé le Tour de Suisse, où il était quand même assez solide effectivement sur cette épreuve-ci. Donc il monte quand même en puissance, mais McNulty généralement, est-ce que c'est un peu comme un Van Garderen, mais c'est vrai que sur des ascensions longues et quand on passe peut-être les 1500-1600 mètres d'altitude, c'est plus difficile, notamment à la Madone du Tel sur Paris-Nice quand il était maillot jaune il y a 2 ans, il avait commencé déjà craqué sur cette ascension-ci. Donc la répétition des jours de course et surtout l'altitude et la longueur des ascensions peuvent être des problèmes pour lui. Après, Pogacar, qu'est-ce qu'il peut avoir comme grosse problématique? Bah moi, je pense déjà la pression qu'il peut avoir au bout d'un moment. Alors vous me direz, Pogacar a toujours la pression, oui, mais la pression du fait qu'on lui pose beaucoup la question, toujours alors le 5e Tour de France, cela, ça peut vraiment l'embêter. Alors, Pasteur dira que Alexandre, sur le podcast Parole d'expert de France Télé, que Pogacar a besoin d'être devant tout le monde pour continuer à progresser, pas stagner. Notamment ce qu'il pouvait faire sur le Tour de Suisse en attaquant 70 bornes sur la première étape. Mais honnêtement, cette saison de Pogacar, à part sur Liège-Bastogne-Liège presque, et Roubaix, on n'a pas réellement eu peut-être une confrontation avec un adversaire qui était capable vraiment de l'amener, je dirais, assez loin dans l'effort. Alors sur Liège, c'est que ça se craque dans la côte de la Redoute, mais il est vrai que pour le moment, côté Pogacar, il faudra voir si on a Jonas Vingegaard à 100% de ses capacités, qu'on en parlera juste après, ça peut pas être un problème pour lui. Enfin déjà, il y a ça, l'équipe est quand même très solide, elle est plus solide pour moi que la Visma. Après, est-ce que le chrono pas équipe, perdront du temps? J'ai envie de dire, Yates est quand même très bon sur les chronos. Wellens a des capacités. Vermeersch est un excellent rouleur. Enfin, vraiment pour garder un rythme très longtemps. Sur le plat, Polite, pareil. McNulty, énorme rouleur. Rocharder peut se débrouiller. Et puis Del Toro, c'est peut-être limite son point faible. Il y aura ça. Et puis surtout pour Pogacar, bah, la chaleur. Parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de Tadej Pogacar qui a été souvent la chaleur. Alors là, il est quand même mieux sur le Tour de Suisse que ça a pu être le cas sur le Tour de France 2022. Mais est-ce que si on a un tour caniculaire, ce qui pour le moment se dirige, parce qu'on est déjà à plus de 30 degrés sur Barcelone et on annonce déjà la canicule sur le Tour de sur la France la semaine prochaine. Donc c'est à voir. Ça pourrait être un facteur compliqué pour le Slovène parce qu'en 2022-2023, il parle le Tour de France où il y avait pas mal de vagues de chaleur. Mais son équipe est solide, mais aussi un problème que la Visma va avoir, enfin qui peut être compliqué pour la UAE, c'est le fait que Visma, souvent quand tous les coureurs étaient aptes, on avait quasiment la même équipe ces dernières années et on fait souvent la même tactique. Là, la Visma, on a quand même remodelé l'équipe par rapport à ce qu'on aurait pu penser au tout début et on a eu pas mal de turnover. Ça peut être une problématique à gérer parce qu'on n'a plus Van Aert, même si Van Aert c'est peut-être plus celui de 2022 en montagne, mais bon, comme Van Aert reste toujours un facteur assez important pour faire gagner un leader sur un grand tour. On a Bruno Hamel qui est nouveau dans cette équipe-ci, mais bon, on a fini pour le plat. Jorgensen, Kuss qui enchaîne de grands tours, mais il y a Perchan Gegenès qui était peut-être pas celui qu'on prévoyait au tout début. Piganzoli également, je pense pas qu'on s'imaginait tout le temps qu'on allait avoir Piganzoli, est-ce qu'on aurait pu penser à la porte, mais et puis l'an dernier on avait Benoît qui n'est plus dans cette formation là aussi. Donc et Simon Yates est à la retraite également, donc ça va être quelque chose d'assez intéressant. Même si pour moi Pogacar est largement favori, faudra voir ce que ça peut donner sur ce Tour de France. Est-ce qu'il n'y aura pas une lassitude à un moment? Je pense, bah c'est vrai que l'an dernier était un peu lassé, mais par rapport à ce que Vingegaard pouvait faire, mais là, est-ce qu'avec Sexas, est-ce qu'avec un Ayuso, faudra voir en tout cas ce que Pogacar peut faire. Mais bien évidemment pour lui l'objectif c'est de remporter un 5ème Tour de France, d'égaler le record de Anctil, Merckx, Hinault et Indurain. Et pour moi oui, il est le grand favori. Et puis il y aura quand même Isaac Del Toro qui a la capacité à aller chercher le podium parce qu'il nous a fait une énorme démonstration sur le Tour Van-Rhône-Alpes. Alors il abandonne le Tour du Pays Basque certes, mais quand on regarde Tirreno, il remporte en étant ultra dominateur. Il renverse la situation parce qu'il était deuxième avant Jebel Lafette. Battu par Tibri, il avait gagné la première étape déjà. L'Estradiman qui fait troisième, battu par Sexas dans la dernière rampe et par Pogacar. Mais non, honnêtement, Del Toro est très très fort cette année. C'est un contre-temps qu'il y a eu sur le Tour du Pays Basque avec visiblement cette déchirure. Au plateau de Solaison, c'est démonstration totale. Grand Colombier aussi, où il a lâché directement dès qu'il est revenu. Juan Ayuso, il l'a mis direct dans le dur. Plateau de Solaison, pareil, c'est une démonstration. Il met quand même une minute à Ayuso. Il part très rapidement. On avait quand même un gros travail de ses coéquipiers, notamment Sivakov et Pablo Torres. C'est vrai que QAE, il y a souvent eu plus de turnover. En tout cas, on a quand même quelques coureurs qui restent polis ces dernières années ou Yates depuis 2023, mais c'est pas du tout la même équipe tous les ans. Alors que Visma, on avait quand même souvent une forme de continuité. Et puis oui, visiblement, il semble être un peu plus à l'aise dans la route de Sexas dans la crée volant selon certaines vidéos amateurs, comme dirait l'Amérique Production. Mais honnêtement, non. Je pense qu'on a vraiment un très très bon Del Toro qui sera la bataille pour le podium et pour même finir maillot blanc
de ce Tour de France-ci. Et si un problème pour Pogacar, on pourrait avoir Del Toro, ce qui serait pas non plus... on perdrait au change, c'est ça parce que Pogacar est le meilleur coureur du monde, mais Del Toro a la capacité à faire soit top 5 voire podium, même podium. Il est en énorme forme cette saison et puis il a quand même remporté 3 courses par étape voire tour cette saison, ce qui n'est pas rien. C'est le coureur qui en a remporté le plus depuis le début de la saison, une de plus que Pogacar, mais non, même 3 pardon. C'est autant que Jonas Vingegaard si on compte le Giro pour Vingegaard, mais le Giro et World Tour bien évidemment. Ce qui nous permet de faire la transition pour la Visma Leasebike. Visma Leasebike, on arrive avec Jonas Vingegaard, Affini, Armirek, Campenart, Hagenes, Jorgensen, Kuspi, Ganzoli. Kuspi, Ganzoli, Campenart double, Giro Tour et Affini aussi, il me semble. Non, j'avais un doute, mais Affini, il a pas fait de Giro. Mais on double Giro Tour pour pas mal de coureurs. Après, Campenart, Kus font partie des hommes de base de Vingegaard. On a eu un très bon David Epiganzoli sur la route, donc c'est un Issert qui s'impose, mais surtout sur le Giro où il finit 8ème. C'était peut-être un peu plus dur sur la dernière étape de montagne pour lui. Mais très en forme David Epiganzoli sur ce Giro. Il a plutôt bien... Enfin, je dis que la dernière étape de montagne c'était plus difficile pour lui. Après, il enchaîne quand même 2 grands tours. C'est la première fois de sa carrière qu'il fait cela. Il a 37 jours de course avec un grand tour dans les pattes et une route d'Occitanie entre temps. Il avait fait Catalogne et Paris-Nice, mais il est vraiment... déjà il a pas mal accompagné. Déjà il a quasiment tout le temps accompagné Vingegaard, à part sur la Drôme et la Faune-Ardèche. Il a fait et la route d'Occitanie, mais je veux dire, il a fait Catalogne, Paris-Nice et Giro, même s'il abandonne sur Paris-Nice, comme Vingegaard. Donc c'est un des hommes qui l'a pas mal entouré cette saison. Ça pourrait être intéressant. Alors est-ce qu'avec un Tour de France qui est très difficile, comme on l'a vu tout à l'heure en seconde partie d'épreuve, enfin surtout en dernière semaine, ça peut poser problème pour lui s'il n'a pas totalement récupéré du Giro, en tout cas des efforts du Tour d'Italie. Mais non, il sera très fort. C'est que aussi qu'enchaîne après une victoire sur le Giro qui est en bonne forme. 3ème de la Andorra Bank Classica derrière Verona et Sepp Kuss, mais devant Chris Harper. Sepp Kuss est en très bonne condition également. Un bon Giro pour lui, une Catalogne aussi, un Tour d'Oman qui était intéressant. Enfin, Tour d'Oman il a abandonné, mais Catalogne, bon, son 22ème. Mais il monte quand même en puissance. C'est toujours un énorme coéquipier. L'un de ceux qui. C'est généralement celui qui lançait Vingegaard, même s'il y a Jorgensen. Mais en tout cas, c'est l'un des hommes de base de cette formation. Avec Campenart qui entoure Jonas Vingegaard. Alors, est-ce qu'il me semble il était sur Volta en dernier aussi? Bah ouais, alors il abandonne la 16ème étape. Mais il va enchaîner un 4ème grand tour consécutif comme Vingegaard. Vingegaard qui lui aussi peut être dans l'histoire parce que déjà, bon, il pourrait, le vainqueur des 3 grands tours, il pourrait faire comme Pogacar il y a 2 ans de doubler Giro Tour, mais surtout être tenant du titre des 3 grands tours à la suite, comme Christopher Froome qui a annoncé sa retraite, même s'il avait, on le savait déjà, hein, mais voilà. Perchan Gaguenes sera celui sur le plat, mais est-ce qu'il a des grands tours? Il n'a pas de grand tour encore, Perchan Gaguenes, dans sa carrière. À 22 ans, excellent sur les classiques flandriennes cette saison, mais il abandonne sur le Dauphiné au Grand Colombier. Perchan Gaguenes, ça pourrait être intéressant sur le plat notamment et un peu sur quelques parcours vallonnés. Après, cette équipe va forcément être très solide parce qu'il a déjà remporté le chrono du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et demain, on pourrait voir, forcément, il y a Pete Ganzoli, mais surtout, tu as quand même Perchan Gaguenes qui pourrait rouler, Sepp Kuss qui peut se débrouiller quand il les fait à fond, mais surtout Armira a fini avec Vingegaard, Campenart aussi, qui est quand même un ancien recordman de l'heure, et Jorgensen qui est très bon sur l'effort. Il y aura quand même Eduardo Affini pour le plat, puis Armirail qui était énorme sur le dernier Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Bruno Armirail aussi, deuxième dernier champion de France du chrono, mais était redescendu d'altitude seulement la veille. Peut-être un manque de repères là-dessus, mais j'ai envie de vous dire sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il finit quand même 24ème, 51ème du Pays Basque, il a 30 jours de course, 19ème de Paris-Nice. Il abandonne sur Catalogne sur la dernière étape. Et bon, parce qu'il avait dû se prendre un tour, j'imagine, comme beaucoup de coureurs. Mais non, honnêtement, il est quand même assez solide. J'ai beaucoup aimé son Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ce qu'il a été capable de proposer. Il sera là, mais c'est le type de coureur qu'on peut avoir, toujours capable de rouler sur le plat, mais aussi sur des cols, deuxième, troisième col. Et il aura ce rôle important si la Visma tente d'attaquer. Peut-être qu'on le fera décramponner d'une échappée. Alors comme Campenart pourrait être dans ce cas de figure-là. Mais en tout cas, ça pourrait être l'un des premiers étages de la fusée Vingegaard où il y aura quand même Kuss, Jorgensen, Piganzoli dans les derniers cols. Et je pense qu'on aura peut-être un Kuss ou un Piganzoli en éclair à ce moment-là. Vingegaard a dit qu'il était plus heureux dans sa vie que l'an dernier et surtout plus en forme. Après, l'an dernier, il a dit qu'il était déjà très en forme et que surtout il croyait au fait que voilà, Pogacar avait gagné 2 fois de suite, lui 2 fois de suite. Et après 2 victoires de Pogacar, il pensait que c'était pour lui cette année. Il arrive surtout en énorme confiance, pas vraiment de retard sur sa préparation contrairement à l'an dernier où c'est vrai que il a commotion cérébrale sur Paris-Nice et il court pas de Paris-Nice alors qu'il avait prévu Catalogne jusqu'au Dauphiné à l'époque. Cette année, certes, il y a eu une chute et surtout il a été décalé par la chute à l'entraînement en janvier, et puis je crois qu'il était peut-être malade, ce qui a fait qu'il n'a pas fait le UAE Tour.
Mais il fait quand même Paris-Nice, il fait Catalogne, donc pas de problème pour lui. Il arrive en énorme confiance parce que quand même sur le Giro, c'est 5 victoires d'étape pour Jonas Vingegaard, 5 victoires plus le général, 2 sur le Tour de Catalogne et le général, et 2 plus le général sur Paris-Nice. Donc il arrive quand même boosté, j'ai envie de dire, avec 12 victoires cette saison pour Jonas Vingegaard. C'est vrai quand même, faut le signaler. Donc c'est limite un des coureurs qui a le plus gagné cette saison, mais 12 victoires pour lui, que des classements Giro, 36 jours de course, c'est 20 de plus que Pogacar, mais lui on sait que c'est l'habitude des courses par étapes, et surtout, bah déjà c'est son domaine, à 29 ans, mais c'est surtout aussi que la Visma était très intéressé déjà quand Pogacar avait doublé le Giro Tour et qu'on voyait qu'il avait pas eu le contre-coup, et il se disait est-ce que c'est pas bien d'enchaîner un grand tour avant le tour. Et justement il avait dit qu'il était en excellente condition à la fin de la Vuelta l'an dernier en ayant fait le Tour de France, donc ça peut être une possibilité pour lui. Vingegaard, est-ce que on sait qu'il est très fort sous les hautes chaleurs, qu'en altitude aussi. Alors est-ce qu'il a perdu en altitude après sa chute sur le Tour du Pays Basque en 2024? Faudra voir. Mais en tout cas, je pense que Vingegaard va être quand même en très grande condition parce qu'il n'a pas eu de contre-temps et qu'il aura à cœur de déjouer les pronostics bien évidemment de Pogacar. Et que forcément, il a une équipe qui a été pas mal changée parce que je dis, Benoît n'est plus là, vu qu'il est chez Decathlon, CMA, CGM. Mais aussi, on n'a plus pour cette formation, on a Van Aert qui n'est pas là. On n'a pas de Christophe Laporte. Donc oui, fatalement, cet effectif-là change. On était quand même, quand on a des coureurs aptes, alors ça, Christophe Laporte n'était pas apte l'an dernier, mais quand tous les coureurs de cette formation sont aptes, on les a au départ à chaque fois. Et donc là, ça peut changer, resserrer des cartes, parce que est-ce que Piganzo était prévu dès le début de la saison Hagenes, est-ce qu'il était prévu aussi c'est une question qu'on peut se poser, parce qu'en tout cas, on a au moins deux coureurs enfin un coureur avec Van Aert qui devait être là, qui n'est pas là. Et Yates c'était peut-être prévu en début de saison, mais il abandonne, il lâche, enfin il arrête sa carrière dès le mois de janvier. Donc aussi ça a dû changer côté cette formation-ci. Il y a du personnel aussi qui part. Faudra voir. Du côté de la Red Bull Brandre, on arrive avec un co-leadership Remco Evenepoel avec Cataneo, Dens, Hindley, Lipovic, Stranik, Van Dijk et Van Gils, Tim Van Dijk, qui sera là pour le plat avec Nico Dens. Cataneo très solide bien évidemment aussi. Il a déjà fait un top 15 sur le Tour de France, 12ème en 2021. Mais Cataneo va être très bon sur le chrono. C'est l'une des équipes avec la Lidl Trek et la Net Company qui sont pour moi le top 3 des favoris, même s'il faudra surveiller pour nous Decathlon côté français, mais UAE et Visma, toujours IF est intéressant sur un chrono par équipe, tout comme la Jayco, mais ils arrivent très clairement, quand tu vois que tu arrives avec Traknik, Tim Van Dijk, que tu viens aussi avec Cataneo, c'est très solide, Nico Dens aussi, Remco Evenepoel, triple champion du monde du chrono en titre, Hindley, qui est mieux qu'à une certaine époque sur le chrono et qui a un coureur de grand tour qui enchaîne déjà après sa troisième place sur le dernier Giro. Il avait fait, oui, c'est vrai que 17ème du Tour de Catalogne et 22 de Tirreno, mais on sait que c'est un coureur qui est très fort sur le grand tour. Il est plus que motivé, il l'est parce qu'il avait postulé très clairement pour être sur ce Tour de France-ci. Alors est-ce qu'il jouera les victoires d'étape ou les échappées, ou est-ce qu'il sera 100% lieutenant? Faudra voir. En 2024, il était dans les échappées et un peu lieutenant de Roglic quand même. Mais voilà, il y aura Lipovic avec Remco. Alors c'est vrai que Lipovic c'est peut-être moins l'aura d'un leader capable d'amener toute son équipe. Ce cas Remco, mais Lipovic a peut-être plus les jambes, donc on peut se compléter. Est-ce que Remco se mettra vraiment en équipier ou en coureur pour aller gagner des étapes, notamment contre la montre? Parce que c'est vrai que Remco Evenepoel, il a 25 jours de course, mais il a plus couru depuis Liège-Bastogne. Il a fait que de l'altitude, il est très en forme en termes de conditions, il l'a dit. Mais forcément, il sera peut-être moins fort sur les premiers jours de course. Par contre, la troisième semaine, ça pourrait être assez intéressant. Mais forcément, ne pas avoir couru depuis plus de 2 mois, ça pose des questions aussi. Ne serait-ce qu'en termes de rythme de course. Alors, vainqueur d'Amstel, 3ème de Liège et du Tour des Flandres. Mais 5ème aussi de Catalogne. Derrière Valentin Brépintre, Lipovic et Lenny Martinez et ainsi que Jonas Vingegaard. 10ème de Lieu Tour, il avait craqué quand même en montagne. C'était un peu le cas aussi sur moins sur. Même s'il finit à une 38 à la Molina quand même. Sur le dernier Tour de Catalogne et qu'à Kiralt il finit à 27 secondes, mais c'était sacrifié ce jour-là. Tour de la communauté de Valence s'impose avec le chrono et une autre étape et remporte trophée Andrés Palechana et Serra Tramontana, ainsi que c'est Salines qui est un chrono par équipe. Mais en ce qui concerne Remco Evenepoel, on est sur 7 victoires depuis le début de la saison, dont 2 contre la montre individuelle. Alors, est-ce qu'il y a totalement le même vécu? Parce que c'est vrai que pour la Red Bull Bora, il y avait Lipovic, Dens, Van Gils, Cataneo, Lorenzo Flynn et Gianni Moscon. Donc, il y a quand même une base qui était déjà présente sur le tour, sur Salines quand il s'impose, devant la Movistar ce jour-là. Van Gils qui est en énorme condition, on l'a vu sur son Tour Vainona, vainqueur d'étape, énorme coéquipier
aux côtés de son leader Tocqueville sur la dernière étape. J'étais impressionné par lui qui avait abandonné sur Rennes à cause d'une chute où il a été amené, enfin où il a tout simplement été amené à la chute par une Christen. Il a été fait troisième Andras Polecana, mais au plateau de saison, il avait accompagné Tuckwell jusqu'à l'arrivée, et ce qui lui avait permis de finir deuxième au classement général. Mais il avait été énorme dans ce rôle-ci, et Tuckwell, 2 jours avant, lui avait permis d'aller s'imposer. Van Dyke seulement au jour de course, il arrive peut-être plus frais que certains quoi, mais il est en énorme condition pour lui. Donc ça m'intéresse pas mal de voir ce que Van Dyke est capable de faire. Pourquoi pas dans des échappées, il a quand même une belle pointe de vitesse et du punch. Mais Lipovic aussi, Florian Lipovic qui monte en puissance au fur et à mesure, parce que c'est vrai que bon, sur l'Algarve il finit 8ème, mais sur le Tour de Catalogne 3ème, 2ème au Pays Basque, 2ème en Romandie et vainqueur du Tour de Slovénie. Alors Slovénie face à Giulio Pezzari et Jakob Amsel qui était à plus de 2 minutes pour Amsel. La Red Bull a dominé, on s'y attendait du côté du Tour de Slovénie. Mais moi j'ai beaucoup aimé en fait déjà son Tour de Romandie. Il lâche pas tant que ça par rapport à Pogacar, il a 42 secondes. Mais il a été assez intéressant, surtout que Pogacar qui ne pas tant de temps que ça sur lui dans le final de l'étape de Charmey, où il finit à 14 secondes du Slovène, même s'il y avait une descente dans le final. Mais Tour du Pays Basque qui finit deuxième à 2030 de Paul Sexas, pardon. Mais Pogacar, Sexas avait torpillé la concurrence ce jour-là. Mais bon, ils ont quand même fait un sacré numéro, surtout il avait tenté de l'attaquer avec Roglic en direction d'Aibar. Je note quand même une montée en puissance très solide pour lui. Il se fait battre par Lenny Martinez aussi et Vingegaard en Catalogne. Aussi, il a affronté Pogacar, il a affronté Sexas et Jonas Vingegaard depuis le début de la saison. Il va faire une perte de co-leader avec Remco Evenepoel. Est-ce que Remco se mettra à son service comme sur le Catalogne? En tout cas, moi je pense que Lipovic, ça va être un homme qui sera là au contact pour le podium et le top 5. Maillot blanc et vainqueur, enfin et podium l'an dernier aussi pour lui. On a les 2 derniers 3ème et les 2 derniers maillots blancs par la même occasion du Tour de France dans cette équipe. La Lidl Trek, on a Ahmed Juan Ayuso. Alors pendant longtemps, on pensait de Chicone, il était annoncé sur PSS, mais c'est Dereji West, Mats Pedersen, Quinn Simmons, Matthias Kelmoz, Tom Skuns, Matthias Vacek et Carlos Verona. Alors, je ferai avec cette équipe-ci le tour en temps réel, mais finalement il n'est pas la Bahreïn. Mais Verona très solide après cette deuxième place sur le tour, enfin sur la classique d'Andorre, mais sur le tour Van Donap, était plutôt pas mal. 43ème du général, il a fait un très beau travail de coéquipier. Ancien vainqueur à Vaujany sur le Tour de France, c'était en Dauphiné pardon, 2022, mais il s'était imposé sur le Giro l'an dernier. Tom Skuns sera là, pas que en baroudeur, mais dans un coéquipier dans un rôle d'équipier pour Pedersen, mais aussi sur le plat, parce que j'ai regardé aujourd'hui le chrono par équipe du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est vrai qu'il y a 2-3 bandes de l'arrivée, et c'était encore 5 côtés Lidl Trek, qui avait déjà quand même Quinn Simmons, Scalmoz, Skuins et Verona. Qui était présent autour d'Ayuso. Donc on a quand même déjà un collectif qui était très solide. On rajoute quand même Dereji qui est un bon rouleur, Mats Pedersen aussi. On a un Vacek qui est un excellent rouleur qui vient quand même de faire le doublé championnat sur route course en ligne en République tchèque, mais 3ème du Tour de Suisse, où il a été très très bon, surtout en montagne. Il s'est testé sur un classement général pour la première fois, et il finit combienième? Il finit 12ème, mais à 2,14 sur la. Non, 2,16 sur la seule étape de montagne. Mais il a été vraiment très très bon ce jour-là. Après, parmi les favoris, j'ai envie de dire, il perd combien de temps? Peut-être 20 secondes sur un Richie Tilo à peu près. Mais très fort. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a été capable de produire sur cette course-ci. Il passe de plus en plus la montagne. Mais aussi en ce qui concerne Vacek, excellent rouleur. Aussi, il a fini 4ème sur ce même Tour de Suisse au contre-la-montre. Et cette équipe-ci, demain, t'amènes Ayuso, je pense que forcément, format catapulté leader, il va finir comme sur le Tour Van Alpes avec Scalmoz, mais c'était Scalmoz qui avait fait le dernier relais et qui avait fait quasiment toute la montée finale devant Ayuso, qui sera là pour le top 5 à minimum et le podium aussi pour lui, qui a déjà fini 3ème, c'était sur une Vuelta en 2022, qui avait lâché sur Crévolant par rapport à Sexas et Del Toro, mais j'ai pas mal aimé ce qu'il a été capable de faire à Montbrison. Il était lâché, enfin Brison pardon, plateau de Soissons. Il a tenté de revenir, alors il récupérait pas de temps sur Del Toro, même si peut-être que sur son ascension on avait quand même un boulet de canon comme Johannessen dans les derniers mètres qui a fait le récupérer. Mais il a quand même été très intéressant à ce moment-là. Il finit 3ème au classement général, ce qui va lui donner pas mal de confiance parce qu'il abandonne sur le Tour du Pays-Bas, sachant qu'il abandonne sur Paris-Nice alors qu'il est en jaune et avec une chute terrible. Il est revenu sur le Pays-Bas, mais il était retombé à l'entraînement. Il n'était pas dans le coup 54ème du général.
alors qu'il avait remporté le Tour d'Algarve, notamment avec l'étape à Malawi, et deuxième du chrono, et deuxième à l'Alto d'Afrique, battu par Sexas, mais à Villamoura, il perd très peu de temps, hein, seulement 6 secondes sur Ghana, et il en prend 2 à Soderquist, et il bat de 5 secondes Paul Sexas ce jour-là, et même d'autres coureurs qui étaient meilleurs que lui, enfin, pas meilleurs, mais on a un Restman finit à 23 secondes par exemple. Alors il a seulement du coup 21 jours de course. Mais un Skelmos qui s'attendait pas à le voir venir et qui avait un peu gueulé parce qu'il s'attendait à être que leader et qui voit Youssou au final la doulette était pas mal. Est-ce qu'il n'avait pas pu anticiper? En tout cas, il était parti dès les premières rampes dures sur l'étape du Grand Colombien. Mais il avait craqué et surtout, est-ce que c'était pour anticiper, essayer d'avoir un peu d'avance sur un Del Toro ou sur un Sexas? Mais Del Toro est revenu sur lui, il a contré directement et l'a mis dans le dur. Mais j'ai pas mal aimé ce qu'il a pu faire. Surtout, il a pu récupérer pas mal de confiance. Derek G. West, 5ème du Giro, qui revient ici. Alors, est-ce qu'il sera que dans un rôle de pur équipier ou alors il tentera sa chance dans des échappées? Il y aura Cielmos aussi, donc on a vraiment 3 gros coureurs montagne qui sont finalement, si on rajoute Chicone, 3 des 4 vraiment gros leaders montagne de cette équipe. Avec Verona qui sera équipier modèle, Skuns, Valchek et Quinn Simmons qui sera dans les échappées aussi. Mats Pedersen, l'un des principaux favoris pour le maillot vert. On n'a pas évoqué le maillot vert jusqu'ici. Mais Mats Pedersen qui, ses sprints, il est peut-être moins bon en pure vitesse qu'avant. Alors l'an dernier, sa Vuelta est peut-être moins bonne, mais il remporte quand même le classement par points. Avec une victoire d'étape et une deuxième place. Mais c'est vrai qu'au sprint, il était moins bon. Enfin, 2 deuxièmes places, une 6ème. Une 3ème place sur le chrono, une 5ème place. Mais alors, il est excellent, bien évidemment. Il a fait combien de jours de course l'an dernier? Parce qu'il en a fait beaucoup. 74. Par rapport à aujourd'hui, oui. Mais Mats Pedersen est plutôt pas mal. Bon, 5ème du championnat du Danemark, battu au sprint par Foldager, Charmig, Rasmus Pedersen et Kortnissen qui a été champion national. Et 7ème du chrono, remporté par Elgom. Mais il finit quand même à 27 secondes. Mais il tombe sur la première étape du Tour de la Communauté de Valence avec sa blessure au poignet, ce qui fait qu'il revient quand même avec un peu de temps de retard. Il finit 4ème de Soremo, 9ème sur le 3, 10ème sur le Tour des Flandres et surtout 10ème du Dwarfdon London, donc 4ème à la Flandre. Mais sur le Tour des Flandres, il finit 5ème. Il a dit que surtout l'enchaînement de pavés lui faisait mal à sa blessure. Mais par contre, il était très fort sur Paris-Roubaix, il semble être en forme. Il est revenu sur les boucles de la Mayenne. Pas de victoire pour Pedersen depuis le début de la saison. Donc, est-ce que la confiance est au top? Parce qu'on sait qu'un sprinter, c'est comme un attaquant foot, comme dirait l'Amérique Production, et c'est avant tout la confiance qui leur perd. Enfin, quand tu es en confiance, tu enchaînes les résultats. Boucle de la Mayenne, 4ème, preuve remportée par Benoît Cosnefroy, il finit 7ème. À Château-Gontier et à Laval, il finit 2ème. Est-ce que la confiance va lui manquer? C'est une question. Il y a une étape pour lui à Barcelone, parce que Barcelone, on peut avoir un côté français, j'aimerais beaucoup une victoire, pourquoi pas de Sexas, mais de Vauclin ou de Romain Grégoire. Mais à contrario, on peut imaginer aussi de Godon, Alaphilippe s'il est au top de sa forme, ou un Vauclin est assez intéressant. Mais un Van der Poel peut passer, ou un Mats Pedersen. Alors il faudra voir l'enchaînement des épreuves, des ascensions, parce que je disais, Laurent Saint-Hilaire avait quasiment été fatal à un Van der Poel qui était quand même revenu l'an dernier à Rouen. Est-ce que Pedersen peut passer? S'il est en grande forme, oui. Même si c'est un sprint en montée quand même. Et il y aura le chrono par équipe. Alors que s'il est bien placé côté Idotrek, même si je pense qu'on l'utilisera soit sur le plat ou alors pied de la première ascension de Montjuic. Mais il faudra voir pour lui. Et puis il y a quand même aussi l'étape, si c'est un sprint en petit comité à fois qui peut être bien pour lui. Et puis il peut récupérer quelques points avant la première étape dite de sprinter. IF avec Carapace qui était forfait pour le Giro parce qu'il avait une opération, il me semble, au périnée. Enfin, en tout cas, c'était fait opérer. Et avec Baudin, on vient à Asgreen, Eli, Quinn Simmons, Steinhauser, Valgren, Walker. C'est l'équipe vraiment pour les échapper. Ben Eli qui est peut-être moins bon que l'an dernier. Il avait abandonné et déclaré forfait. Non, il avait fini le Pays Basque, mais il avait déclaré forfait pour les Ordonnaises avec une fracture du sacrum. Enfin, suite à une chute dans la reconnaissance du tour du chrono du Pays Basque face à une spectatrice. Il abandonne l'avant-dernière étape du Dauphiné. 23 jours de course pour lui. Il a été équipier modèle sur ce Tour Rhône-Alpes. 8ème de Tirreno, 12ème d'Estrade, 44 de la Drôme et 20 de la Flèche de la Faune Ardèche et la Faune Drôme du coup. Mais c'est vrai que lui on sait que Benelli c'est souvent un coureur qui est bon en année impair contrairement à Guermey en année paire. Mais sa saison faudra voir, je pense qu'il y aura quand même des étapes pour récupérer la confiance. L'étape 3, l'étape 4 peuvent être bien pour lui. De toute façon, je jouera soit les victoires ou le maillot à poids dans cette équipe. Et justement, encore pourrait remporter son deuxième maillot à poids avec Richard Carapaz. C'est clairement, faudra voir quand même en termes de conditions. Alors, il fait le deuxième du dernier Tour de Suisse, mais 22 jours de course pour lui. Tirreno, 18ème, 10ème du Tour de Catalogne, mais assez compliqué pour lui. Il finit quand même 3ème à Pingen, mais c'est vrai que son Tour de Catalogne en général, il finit 6ème à Keralt, mais 24ème à la Molina.
Tour de Catalogne, il finit 10ème, oui, mais à 5,36, donc il finit quand même très très loin sur une épreuve comme le Tour de Catalogne qui était quand même avec une étape de montagne en moins. Mais honnêtement, très solide. Enfin, c'est assez intéressant. En tout cas, il a repris de la bonne condition sur le Tour de Suisse. Sauf que le problème du Tour de Suisse, c'est qu'à part Pogacar, on n'avait peut-être pas. Bon, Ricciardo était coéquipier, mais sur le Tour de Suisse, on n'a peut-être pas des coureurs qui allaient être leader pour le général sur le Tour de France. Parce qu'on voit, bon, on voit un leader qui a envie de tester le général, mais on a Tobias Foss qui est quand même assez régulier ces derniers temps. Il y a Higuita, Roglic aussi, mais Roglic, il a pas mal de jours de course. Il en a 28, mais il fait 5 de Tirreno, il fait pas beaucoup de bruit. Un 3ème de Milan-Turin, mais 16ème du Tour du Pays Basque en exposant la dernière étape. Romandie 18ème. Mais Roglic, on le sent moins concerné par la course. Là, il finit 8ème du Tour de Suisse. Champion national de Slovénie sur le chrono. Et sur la course en ligne, il finit 4ème. En tout cas, il préparera la Vuelta. Mais pour moi, en tout cas, Carapaz, cette épreuve-ci, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a peut-être moins de favoris pour le classement général du Tour de France. En tout cas, il a montré qu'il avait quand même du répondant, qu'il a quand même su faire un sacré numéro derrière Pogacar qui était parti à 70 bancs du but. Mais en tout cas, ça reste assez intéressant, bien évidemment, à voir. Alex Baudin, lui, par contre, est en excellente condition. Alors, Steinhauser, quand même, 3ème de Paris-Nice. Valgren, vainqueur étape sur le Giro. Valker, qui va être intéressant. Sean Quinn aussi. Benelli, on en a parlé. Asgreen, qui peut être toujours intéressant. Mais Alex Baudin, parce que vainqueur de la première étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il finit 12ème au général. 4ème du championnat de France, alors qu'il était tout seul. 8ème d'Aix-Bourg Francfort. 6ème de la Flèche. Mais 9ème du Pays Basque et 9ème de Paris-Nice. 3ème du Grand Prix Miguel-Indurain. Il est en très bonne condition. 38 jours de course pour lui. Mais il arrive en confiance. Et je pense qu'une échappée, même une étape fois, mais l'étape du sel également, l'étape par exemple, si une échappée va au bout, aux angles peuvent lui convenir, l'étape peut bien évidemment du Luron aussi, ou bah même pourquoi pas voir si c'est pas trop long, alors c'est un malade, mais même l'étape de Belfort ces étapes peuvent convenir à Baudin en échappée ou à Carapaz ou à Benelli. On aura une équipe d'attaquants qui jouera le maillot à poids, et pourquoi pas Alex Baudin, maillot à poids, il l'avait ramené l'an dernier. Il avait porté, il me semble, l'an dernier sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'il l'avait ramené. Donc, il avait fini 10ème, mais je sais qu'il l'avait porté un moment sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il me semble. À moins que c'était que cette année. Non, il l'avait porté cette année, mais il n'avait pas remporté. L'homme d'Albertville, bien évidemment. Mais en tout cas, pour moi, il va être assez intéressant. Alex Baudin sur ce Tour de France-ci, ça peut être une des chances de victoire d'étape française en échappée. Qui est aussi un très très jeune coureur, hein. Il a déjà fait 2 top 10 sur le Tour des Pays Basques en carrière. Également, le 251. On arrive du côté de la Décathlon, Paul Sexas. Alors c'est vrai qu'il y a énormément, enfin, les pubs sur Paul Sexas. Déjà, moi, ce qui m'a exaspéré, c'est dès le mois de février, dès ses premières victoires, l'équipe arrêtait pas de faire des débats. Est-ce qu'il doit être sur le Tour de France maintenant? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce que ça rajoute de l'envie sur le Tour de France de voir Sexas? Est-ce qu'il faut être inquiété par rapport à la performance de Pogacar sur la première étape du Tour? Ça me gonfle, je regarde pas ces débats de l'équipe parce qu'ils sont assez stériles. Pour avoir vu le débrief du jour où Vauclin prend le maillot jaune l'an dernier sur le Tour de Suisse, c'est genre l'équipe de choc ou un truc comme ça, mais vu qu'il diffuse du Tour de Suisse avant, il parle, il débriefe l'étape. Mais le seul mec qui s'y connaît réellement plateau, c'est Pierre Rolland. Donc c'était assez mou à part Pierre Rolland qui est obligé d'expliquer voilà, qui est Almeida, etc. Ça m'avait gavé. Donc je regarde pas ces débats-ci, même s'il faut un doc sur lui. 250 en plus, on rajoute de la pression parce que Pinot l'a déjà eu, Pierre Rolland aussi, mais surtout parce que quelques coureurs ont emporté le Tour de France avec le 251. Donc c'est aussi pour ça que je pense qu'on l'a mis, pour bien qu'on l'identifie. Avec Bonot, Kesbol, Danoulo, Olafkoy, Paré-Pinte, Aurélien, Nicolas Prodhomme et Mathieu Ricciardo. Ricciardo a fini quand même 7ème du Tour de Suisse, mais avec 29 jours de course. Sur le Tour du Pays Basque, il avait abandonné le premier jour du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il avait vu qu'il avait une intoxication alimentaire, mais il remporte le Tour du Jura, 2ème à Gros-Besançon, derrière Jordan Jegat, 17ème au Pays Basque, mais surtout 9ème au Tour de Catalogne, 6ème au Tour d'Algarve, vainqueur du Tour de la Provence avec l'étape de la montagne de Lure, 5ème du dernier Tour d'Espagne. Non, honnêtement, Ricciardo est quand même très solide. Mais cette équipe de manière générale amène du monde. Alors c'est vrai que Ricciardo, je sais pas s'il m'a totalement convaincu, mais en tout cas il est assez intéressant. Le problème c'est qu'on vient aussi avec Tish Bonot. Enfin je dis problème pour Tish Bonot qui a beaucoup d'espoir parce qu'il a gagné 2 Tours de France certes, mais 5 jours de course, seulement le Tour de Suisse pour lui qui a repris après pas mal de problèmes physiques. Mais il a de l'expérience et puis il pourra avoir ce rôle dans les premiers cols ou même un coureur de l'échappée qui leur fait redescendre. Kesbol sera là pour le plat et surtout pour lancer Olafkoy. Avec Danoulo qui aura un rôle capital demain sur le chrono. Danoulo, il n'était pas au championnat des Pays-Bas du chrono visiblement parce qu'il était malade. En tout cas, c'est ce qu'on a annoncé à un moment. 15ème de Paris-Roubaix, 20ème du Tour des Flandres. 25 jours de course pour lui. J'ai beaucoup aimé son Paris-Nice, même s'il a abandonné sur l'étape du Chon, notamment sur Pouilly-sur-Loire. Il finit 3ème équipe, oui, mais c'est lui qui a tracté sa formation. Hein. Faut bien se
se rende compte de cela. Bah même j'ai envie de vous dire, il finit à 11 secondes, mais je crois qu'il doit finir 3ème de l'étape. Il finit 4ème de l'étape, derrière Vauclin, Only et Ayuso. C'est pour dire la performance qu'il avait réalisée. Sachant que la veille, c'était Orléans, c'était Montargis. À chaque fois, je confonds Orléans, Montargis, mais c'est bien Montargis. Il avait fait un sacré numéro en se faisant reprendre dans la toute fin de l'étape. Énorme rouleur, on l'attendra demain. Il avait été très bon sur le chrono du Tour Van Alpes. Dans les derniers kilomètres, il avait été distancé, mais aussi il avait fait celui de Paris, donc il a pas mal d'expérience cette saison. Là-dessus, et puis Pogacar, Sexas, au-delà d'avoir forcément la capacité physique d'être un leader, et d'avoir cet aspect talent, mais il sait amener une équipe autour de lui, notamment avec Prud'homme en lui offrant sa première victoire chez professionnel, ce qui donne aussi en plus à ses coéquipiers l'envie de beaucoup plus se dépasser pour lui, ce qu'on peut voir, et notamment sur l'étape du Tour Van Alpes où il tombe. Mais également, mentalement, il a les capacités dans la tête. Alors on amène aussi Nicolas Prud'homme, Aurélien Paripin qui sont sa garde rapprochée, même s'il n'y a pas Bisio. Ils seront là pour vraiment l'accompagner. Je pense qu'ils peuvent être dans les 20 derniers. En tout cas, on peut avoir dans les 10, 15, 20 derniers coureurs, avoir au moins ces deux lieutenants, voire 3 avec Richitello. C'est que ça, bien évidemment. Olafkov pourra jouer à 8 heures d'étape, mais il a seulement commencé en fin mai sur les boucles de la Mayenne cette saison. 9 jours de course, mais 9 jours de course avec 4 victoires, dont 2 sur les boucles de la Mayenne et 1 sur le Tour de Belgique. Mais où ils étaient tous sur la même ligne. Il bat Merlier Philipsen. Arvin Klein. Bilnet Biarritz, ça tombe bien, le top 5, ce sera un top 5 qu'il y aura sur le prochain Tour de France. Il faudra voir comment on s'organise aussi, même si il avait déjà été avec des coéquipiers, enfin sur un grand tour. C'est vrai qu'il avait déjà en 2025 et en 2024 dû faire avec des coéquipiers, qui jouaient le général. 2024, le Giro, si on peut voir, enfin non, il avait personne qui était dans le top 10, mais en tout cas en 2025, oui, quand il le termine, contrairement en 2024, parce qu'il avait le Covid, je crois, en 2024. En 2025, il finit dans l'équipe du vainqueur. Donc ça, c'est une certitude, même si ses coéquipiers roulaient pour lui aussi. Mais c'est que ça, on l'attend forcément. Moi, j'ai dit côté français, qu'est-ce que j'attends? J'attends 3 8 heures d'étape, pourquoi pas avec Sexas ou avec tous les punchers comme Romain Grégoire par exemple, ou Dorian Godon des Barcelone. Les angles pourraient être pas mal pour Sexas, mais l'étape du sel peut être pas mal pour un Romain Grégoire, un Vauclin par exemple, ou un Afip au top de sa forme ou un Baudin. Le Lioran aussi. J'aimerais beaucoup de victoires de Paul Sexas à l'Alpe d'Huez. Ou d'Eni Martez en échappé, mais je pense que Eni Martez de l'Alpe d'Huez et ouais, le plateau Solution peuvent lui convenir. On sera quand même avec Cyril Dessel, Sébastien Joly, mais on a également dans l'équipe de course Julien Jourdi ou encore Lucro qui seront là, j'imagine. Donc on a quand même du staff qui a l'expérience aussi, qui essaie de l'encadrer. Faudra le protéger médiatiquement parce que bon, les matinales TF1 Bonjour qui ont fait un reportage sur lui, les deux sont tellement nuls. Alors je veux bien que ce soit sur 1 minute, mais au moment où ils en parlent, on s'y met la pression sur sa première victoire, on te dit voilà, c'est un nom qu'on va retenir pendant plus de 10 ans. Il bat des coureurs plus âgés que lui, mais pas Pogacar qui le met encore du monde. Mais on ne sait pas à ce moment-là s'il va faire le Tour de France. Non, on a dit qu'il n'avait pas encore fait à ce moment-là. Mais voilà, en tout cas, on a eu beaucoup de grands coureurs, mais là c'est un excellent talent en France. Au Tour du Pays Basque, on a dit c'est annonciateur du mois de juillet, on ne sait pas s'il va faire le Tour de France, mais voilà, on a eu Hinault, Fignon, Limon, Lemon, non il était américain, mais je veux dire avec également Anctil en France. Là c'est un excellent coureur qui va porter la France dans les 10 prochaines années. Voilà, on est à base de ça, il bat le meilleur, mais pas Pogacar encore. Et ils avaient fini par dire voilà, on a aussi Juan Benyama, Dupont, Biel-Barlet, Marchand, par exemple, qui vont faire qu'on va dominer et Arthur Fils. Le sport va être dominé par contre dans les 10 prochaines années. J'avais pas besoin d'eux. Il faut rajouter le biathlon, aussi le cyclisme féminin. Et il faut rajouter aussi quand même le judo forcément, mais le tennis de table où on est très performant comme j'ai dit. Le basket, on a très grandes générations. Il n'y a pas que Mohamed Benyama, le foot aussi forcément. Voilà, on n'a pas que ces sports-ci. Bon, l'escrime aussi, mais il y a une très grande génération. J'ai pas besoin de la matinée de mon jour de TF1 pour le dire. Ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans que j'en parle dans mon entourage, depuis même plus que les Jeux de Paris. Mais il y a forcément aussi côté c'est que ça, c'est la pression qui va venir. Même RTL a fait un reportage, Stade 2. Donc il va falloir gérer cette pression médiatique. S'il se loupe ou pas, c'est le plus jeune coureur au départ du Tour de France depuis 1937. C'est pour vous dire. Il arrive à 19 ans, alors il y a les capacités. Une victoire d'étape serait exceptionnelle. Plus, j'aimerais un top 5 au classement général. Ce serait vraiment très très fort. Il pourrait jouer le maillot blanc, mais face à lui, il y a Rakan Del Toro. Et il y aura quand même Ayuso pour ce maillot blanc. Mais j'attends beaucoup cette équipe et surtout ce que c'est que ça c'est capable de faire. En tout cas, cet encadrement, je trouve qu'on a une équipe qui est solide. Alors, il n'y a pas de Bisseger aussi. Je pensais que Bisseger serait au départ, mais il n'y est pas. Remplacé par Kesbol. Et puis maintenant, on va passer à la XS Astana. On vient avec Higuita, Ballerini, Arongate, Canter, Terrada, Denissen, Velasco, Vinokurov.
c'est la victoire d'étape, pas le général, même si Terrada est très bon en montagne comme Higuita. Mais Higuita, bon l'an dernier sur le Tour de France, mais quand il suivait les favoris, moins quand il était en échappée. Alors Terrada vient de finir 25ème du Tour Van-Rhône-Alpes, 15ème du Pays Basque et 10ème du Paris-Nice, sachant que l'an dernier il a déjà fini top 10 sur Paris-Nice et 4ème de lui au Tour. Mais 6ème, 10ème sur les épreuves sur route et 6ème sur le contre-la-montre des championnats de Colombie. Mais je pense que Terrada et lui seront, enfin Terrada et Higuita seront dans des échappées pour cette équipe qui jouera avant tout les victoires d'étape. Il y aura Ballerini, vainqueur sur le Giro cette année, ancien vainqueur de l'Omloop et Newsblad bien évidemment en 2021. Il y aura Gate pour les accompagner, Canter, Tonissen, ancien poisson pilote, et Velasco dans les échappées, et Nicolas Vinokourov. Très clairement, même on pourra pas lancer 2 coureurs sur les sprints sur cette épreuve-ci. Côté Ives Astana, mais c'est les victoires d'étape et les points ici qu'on cherchera très clairement. Bahrain Victorious, on amène Lenny Martinez avec Bauhaus, Phil Bauhaus, ainsi que Damiano Caruso, Camille Gradec, Stannard, Moritz, Tiberi, Van Meckelen, Gradec, Stannard même, mais surtout ce sera vraiment un groupe qui sera très fort pour le plan, en tout cas pour accompagner Lenny, le protéger tout comme Moritz. Il n'y a pas beaucoup d'étapes de plus de 200 bandes parce que Moritz à une époque c'était plus c'est long, plus ça vite, plus c'est dur et plus lème. Mais là, concernant Moritz, même s'il est moins bon depuis quelques temps, Moritz, je regarde cette saison, il y a 8ème du Tour des Flandres, c'est vrai. 15ème du Dour et donc à travers la Flandre et 15ème de Milan-San Remo avec une 8ème place à la Classica Rennes. Tour de Murcie, mais il y a eu une étape, il a fini 8ème et 9ème à Al Salam Championship. Mais sa saison 20 jours de course, c'est assez compliqué pour moi en tout cas. C'est vrai que il a un peu disparu ces derniers temps pour Matej Moritz. Il pourrait être un bon équipier et un border qu'il ne faut pas prendre à la légère, même si ça fait 2 ans, même 3 saisons depuis 2024 qu'il est c'est très compliqué pour lui. Je dirais presque depuis la victoire sur le Tour de la Communauté de Valence en février 2024. Il y aura Caruso, dernière saison pro pour lui, 9ème du dernier Giro, qui sera là pour accompagner Martinez, mais un Tiberi qu'on attend au tournoi. Alors Van Meckelen, assez bon, déjà 3ème du championnat de Belgique chrono. Pas mal sur la 3ème étape, enfin sa 3ème place pardon, au Puy-en-Velay. 8ème aussi au Grand Premio Valenciana. Un coureur assez intéressant en termes de rouleur, 25 jours de course, qui pourrait être bien dans son encadrement et qui pourrait faire pas mal de bien aussi pour le contre-la-montre par équipe. Caruso sera là autour de Godu, mais Lenny Martinez, il pourra être dans des échappées aussi. Tiberi, mais Tiberi, de base, on pensait peut-être plus Tiberi leader en début de saison. Martinez, il a dit qu'il allait plus, il allait pas se désintéresser du GR, en tout cas, il essaie de pas perdre trop de temps en début d'épreuve, même si souvent il y a ces jours sans, même si il a dit qu'il se voit moins et qu'il a progressé. Il sait pas comment son corps tiendra 3 semaines au classement général, mais il finit très fort ses courses par étapes. Il jouera le maillot à peau aussi, Lenny Martinez, une victoire d'étape bien évidemment. Pourquoi pas pour lui la victoire du plateau de Solution avec des très forts pourcentages ou l'Alpe d'Huez. On sait que l'échappée va souvent au bout sur l'Alpe d'Huez et ça peut sur un français de ces dernières années. En plus, il y aura 2 arrivées à l'Alpe d'Huez. Non, Antonio Tiberi, sa saison est très compliquée parce qu'il fait 2ème certes, enfin 4ème déjà du Tour de la Communauté de Valence et 3ème au Classica comme des Morvedre certes, mais 3ème, enfin 2ème pardon à lui au Tour après une victoire d'étape à Jebel Mobra et 3ème à Liwa Palace et 4ème à Jebel Lafette. Mais depuis, il y a 3ème à Legoelia et puis 42ème de Tirreno, 48ème de Grand Premio Miguel Indurain, abandon sur le Tour du Pays Basque mais était 77ème au général, 83 de Liège, 27 du Tour de Romandie et 37 du Tour de Suisse. Alors si on va être optimiste, on dirait que limite ça progresse en termes de place, quoique non parce qu'on a chuté entre le Tour de Suisse et le Romandie. Mais 40 jours de course, ce qui est beaucoup quand même pour un Tour de France, surtout qu'il serait 61 fin d'épreuve, mais il a quasiment disparu déjà l'an dernier sur son Giro, c'était compliqué, 16ème, 41 de la Vuelta, 2ème du Tour de Pologne, c'est 17ème sur le Giro, mais il y a eu son top 5 oui en 2024, mais depuis c'est très compliqué pour lui. Il a pas mal enchaîné les jours de course. Si on regarde Lenny Martinez, je pense que Lenny Martinez doit être à 28. Je dirais Lenny Martinez, en tout cas il en a manqué l'an dernier. 30. L'an dernier je crois qu'il était à 38 avant le Tour de France, Lenny Martinez. Mais pour moi Lenny Martinez sera peut-être plus leader. Il finit 29 du Tour de Suisse, oui, mais 2ème de la dernière étape en étant échappé, se faisant récupérer quasiment sur le flamme rouge par Pogacar. Où il a été très bon ce jour-là, en échappé, et il a fait une très très belle ascension. Il y avait très peu d'avance, hein, c'est vrai. Mais Pogacar, il a quand même buté pendant pas mal de kilomètres pour revenir sur Lenny Martinez après avoir fait une grosse attaque tranchante et lui avoir récupéré pas mal de temps d'entrée. Pour Lenny Martinez aussi, c'est quand même 3ème de Romandie, sachant qu'il fait quasiment la même course, hein, c'est vrai, 8ème de la Flèche, mais il avait fait Catalogne ces 3 dernières saisons et ses 2 dernières Paris-Nice, et Romandie ces 3 dernières saisons. Romandie, je crois, il fait 9, 2 et 3 au général. Sur Catalogne, il a genre dû faire 7ème, 5ème et 2ème, donc on voit que c'est en progression quand même, sachant que là c'est Vingord qui le bat. Il finit comme devant Lipois qui est 3ème du dernier Tour de France et l'an dernier, et Valentin Papa Terenko, même s'il était équipier, et 5ème de Paris-Nice.
Alors il y avait quand même l'étape vraiment du Chon où il est dans la bordure mais il revient quand même. Et il gagne surtout l'étape à Nice face à Vingord. 5ème Grand Tour des Alpes-Maritimes. Enfin qui était une classique hein, mais 3ème à la Drôme et à l'Ardèche. Mais le problème surtout que j'ai de Lenny Martinez aussi c'est que le fait qu'il passe pas beaucoup de relais. Ça peut être assez inquiétant. Mais non il va arriver en forme. Je pense qu'il jouera le maillot à poids et la victoire des victoires d'étape, sachant que c'est vrai qu'en 2024, il y a seulement 2 ans, il a à peine 22 ans, Lenny Martinez. Mais il faut pas se. Il aura 23 sur le tour. Mais moi, ce que j'aime pas trop avec Lenny Martinez, c'est vrai qu'on avait oublié, il y a 2 ans, on était tous heureux, y compris moi, de voir sur le Tour de France heureux par rapport à cette saison. Même si on avait vu déjà que c'était plus compliqué sur Mercado Tour, même s'il gagne, mais surtout sur le Tour de Suisse, c'était irrégulier un jour sur deux, ça allait pas très bien pour Lenny. Après sa 9ème place aussi sur le Tour de Romandie, on avait quasiment forcé presque pour le faire venir alors que c'était pas prévu. Bah l'an dernier son Tour de France c'était très compliqué au début mais enfin un Tour de France compliqué parce que pour le maillot à poids il n'y a pas que l'histoire du bidon collé mais c'est vrai que souvent sur les premières ascensions était bon et il y avait du mal en fin de course notamment bah, sur l'étape du bidon collé oui mais il craque totalement dès la descente même il a eu du mal après le Tourmalet dans l'étape de Saint-Lary enfin pas de Saint-Lary de Super Bannière donc c'est vrai que c'est une problématique en tout cas pour lui. Après, Pasteur hier disait que Lenny Martinez, son objectif c'est d'être voilà, de monter en puissance et d'être à maturité tardive et d'être à son top à 27 ans, 27-28 ans. Comme ce qu'on disait à une époque, voilà, un adulte a ses capacités maximales entre 28 et 32 ans. Et j'attends de voir. Mais en tout cas, c'est vrai que là, il y aura beaucoup moins de pression que son premier Tour de France ou que même l'an dernier. Malgré sa très bonne saison. Jusqu'ici. Net Compagnie Neos, mon équipe favorite pour demain. Bernal, Arensman qui double Giro Tour. Foss, Ghana, Godon, Kwiatkowski, Tarling, Vauquelin. Tarling qui avait abandonné blessé à l'épaule sur le dernier tour Auvergne-Rhône-Alpes mais qui est là. Kwiatkowski, Godon qui sera là pour des victoires d'étape. Très clairement Godon. Un maillot vert, je sais pas, mais en tout cas des victoires d'étape, oui. Vainqueur de 2 étapes sur le Tour de Romandie, dont le prologue, et 2 étapes sur le Tour de Catalogne avec une étape sur Paris-Nice. Ghana sera là. Foss qui vient de finir 6ème 4ème pardon, du Tour de Suisse et champion de Norvège de l'exercice chronométré. Si jusqu'ici sa saison était compliquée, seulement 19 jours de course pour lui aussi. Donc c'est un champion du monde d'exercice solitaire. Mais voilà, Arensman, 4ème du dernier Giro, Bernal 10ème arrive sur ce Tour de France. Est-ce qu'ils étaient totalement prévus au début, mais on n'a pas d'Oscar Only. Sachant qu'ils n'ont pas beaucoup roulé avec Vauquelin, peut-être. Alors Arensman, oui, sur le Tour. Il a quand même 38 jours de course, hein, mais sur Algarve, il finit 9ème et Vauquelin fait 5 et 4ème Only. Il fait 15 de Tirreno, 3 du Tour des Alpes. Le Tour des Alpes où Bernal fait également 2ème. Et Bernal, cette saison, il y a le titre en Colombie, mais également 2ème Tour des Alpes, oui. Et Liège, 7ème d'Ardèche. C'est vrai qu'il a très peu couru finalement, 30 jours de course, dont un grand tour en intégralité. Mais équipe qui va être assez intéressante, surtout, bon, il y a quand même Filippo Ganna, bien évidemment, qui va être là pour être poisson pilote, mais pour les chronos, même s'il n'y aura pas de chrono pour spécialiste. De toute façon, demain, je pense que voilà, quand tu as un ancien double champion du monde d'exercice, recordman de l'heure, quand tu as un ancien champion d'Europe avec Tarling, que tu as Vauquelin, qui est quand même un mec qui a fait top 5 d'un chrono sur le Tour de France l'an dernier et qui est un excellent rouleur, que tu as Kwiatkowski qui a été champion de Pologne d'exercice et qui se débrouille quand il est fait à fond, Godon qui peut être assez intéressant peut-être pour lancer dans la bosse ou en tout cas sur le plat, ça peut être quand même solide. Bah, il a remporté un prologue sur le Tour de Romandie, c'est pas le même exercice, mais vous voyez, un ancien champion du monde avec Tobias Foss, Arensman, excellent sur les contre-la-montre, notamment sur celui du Giro, il finit 2ème du chrono du Giro, qui est un chrono de 50 bandes tout plat. Et Bernal qui, bon, c'est pas le meilleur coureur, mais ça peut se débrouiller. Oui, bah, c'est l'équipe favorite demain, très clairement. On pourrait avoir Vauquelin en jaune, ça ferait très plaisir de le voir qu'il y ait une Vauquelin en jaune. Même si j'ai parlé de Red Bull et de Lidl Trek, mais oui, on a une équipe qui, malgré le problème de la cohésion de Watson, mais surtout Only qui avait un problème de chaîne, ils perdent pour peu de temps le chrono par équipe sur le Tour 29, je crois que c'est 11 secondes, un truc comme. Non, 9 secondes, je crois qu'ils le perdent. C'est 9 secondes alors que tu as un poids mécanique et selon Jalabert, c'est 15 secondes que tu perds à ce moment-là. Mais ils avaient 5 secondes d'avance, 5 secondes intermédiaire, alors qu'ils étaient en train de creuser après les 2 ou 3 secondes par rapport à la Visma. Sachant qu'ils avaient dit qu'ils arrivaient quasiment sur Panis avec l'équipe du Tour, même s'il y a eu des changements depuis. Mais honnêtement, oui, très très grosse équipe. C'était très en place, c'était très esthétique et c'est une équipe quasiment que de gros rouleurs. Donc je pense qu'on va être très très fort pour eux. Sachant que j'ai dit qu'on a pas mal de grands boulevards, quelques enchaînements de virages, mais pour moi, ce sera très solide pour eux. J'accélère parce qu'on a 50 minutes de vidéo et on est toujours à peine à la Soudal Quick Step. Qui va être le favori pour les sprints Merlier avec Encourne, Paris-Pinte, Stuyven, Van der Berge, Van Willer, Vervac, une équipe pas mal tournée autour de lui. Il y aura Vervac certains un peu en montagne, mais Stuyven qui enchaîne Giro Tour, Van Barle qui roulera sur le plat, Encourne aussi derrière des échappées, mais on aura surtout voilà, Stuyven pour le placer dans le final et puis son poisson pilote habituel, Van der Berge, même si Merlier a son habitude du placement.
même s'il est mal placé à un moment, il peut toujours remonter très très fort. Sur quelques sprints un peu en faux plat montant, voire vent de face, il sera très très fort. Même quand c'est long, je pense qu'il a aussi des bonnes capacités. Et puis Van Vliet veut jouer le général avec Paré-Pinte qui pourrait remporter une étape comme l'an dernier sur le Tour de France, après le Mont Ventoux, le vainqueur d'étape français l'an dernier. Mais je pense que Paré-Pinte peut jouer une bataille pour le maillot à poids. Mais Merlier, ça va être compliqué pour lui le maillot vert parce qu'il n'avait pas joué l'an dernier. Alors c'est vrai qu'il est peut-être moins bon sur les grands tours au fur et à mesure des jours, notamment sur un ancien Giro, même sur le Tour de France, même s'il fait que 9 jours en 2021. Mais Merlier, ce qui est intéressant pour Tim Merlier, honnêtement, c'est déjà l'an dernier, c'est vrai qu'il n'avait pas joué le maillot vert, mais il fait pas les premiers sprints intermédiaires, il se fait piéger en première bordure, il peut pas sprinter à l'aval et il tombe, enfin il a le problème avec la chute à la flamme rouge au niveau de Valence, donc il ne pouvait pas réellement jouer ce maillot. Cette année, je pense pas qu'il pourra totalement le jouer. Surtout qu'il y a un Pedersen et peut-être un Van Der Poel qui voudra le jouer. Mais il sera là pour les victoires d'étape et il peut remporter sa 3ème sur le Tour de France. Pour l'ancien champion d'Europe, de toute façon, on jouera les victoires d'étape, je crois que c'est 54 victoires ou 57 sur le Tour de France pour Soudal Quickstep. C'est assez astronomique pour cette formation-ci. Est-ce qu'on peut avoir le nombre de victoires sur le Tour de France ici Tour de France, ils ont mis 15 victoires, mais c'est 15 victoires cette saison hein, pour eux. Est-ce qu'on a des statistiques pour eux sur le Tour de France Résultats par an, historique. Résultats par an, peut-être qu'on a. Oh non, on a seulement classement général. Résultats par an. Stage win, ils en ont combien sur le Tour de France? Ils en ont 55. Voilà, 55 pour cette formation sous le Quick Step. C'est bien pour vous dire. Alors, on passe à l'équipe de Mathieu Van Der Poel. On vient avec Van Der Poel, De Bruyne, Dillier, Mersman, Philipsen, Plancart, Ricard et Verstring. Forcément tourné vers le sprint avec un train pour Philipsen qui sera complet, même si Verstring et De Bruyne seront à l'avant pour des coups. De Bruyne, l'ancien patineur qui quand même a fini 13ème du dernier Tour Vanonap. Il était pas mal avec une 2ème place sur la première étape. Très solide. Verstring qui était pas mal sur l'étape de Superbania l'an dernier. Et puis Van Der Poel qui sera dans des coups. De toute façon, il attaquera, je pense, Van Der Poel. Et surtout, il sera le poisson pilote d'un Philipsen. Il pourra jouer sa carte sur quelques étapes vallonnées. Puis Philipsen, forcément, il est encore en travers de la gorge sa chute de l'an dernier. Après son premier maillot jaune, est-ce qu'il rejouera le vert? Ça va être compliqué pour lui. Alors, il remporte le général et une étape sur le Tour de Belgique. La Copenhagen Sprint, mais Copenhagen Sprint, c'est devant Lund Andresen, Welsford, Thorgun Melstadt et Van Poppel. Mais on a deux décathlons dans le top 4. Sur Tirreno, il finit 3ème étape, mais ça a été pas le mieux. Même sur l'Algarve, il finit 4ème, battu par Magnier, et 10ème, encore une fois, battu par Magnier. C'est classique, c'est 2ème du Tour de Bruges, vainqueur de Infandersfleet, donc Gammelgem 8ème du Schelge Prize et 8ème du Tour d'à travers la Flandre. Ça reste solide et il arrive en confiance parce que quand même sur le Tour de Belgique, sur la dernière étape qu'il remporte, où il fait quasiment coup double, même coup double parce qu'il prend 14 secondes de bonif. Même, il était pas leader du général avant. Non, il était pas leader, il le prend vraiment sur cette étape-ci. Sur cette étape-ci, Berkmoens, Canter et Orange Cold. Étape avec quelques secteurs pavés. Mais très clairement, Philipsen sera l'un des favoris pour le sprint. Je pense qu'il peut aller gagner des étapes, bien évidemment. Que l'on va plus que surveiller. Jasper Philipsen qui sera pour moi le favori du sprint. Haïti Merlier, c'est un homme du Tour de France. 10 victoires sur cette épreuve-ci. Entre autres, en ce qui concerne Jasper Philipsen. Il a remporté des étapes sur la Vuelta l'an dernier. Sur la Vuelta, il a remporté combien d'étapes 6 étapes en 2020, 2021 et 2025. 2001 qui était sa première victoire sur un grand tour et l'an dernier il en remporte combien sur la Vuelta il en remporte 3. Mais il y a notamment la première étape en Italie à Novara et puis finit 2ème à Voiron. Il n'a pas pu dépasser Turner qui s'était imposé. Un sprinter sur tous 2 grands tours, Jasper Philipsen. Bien évidemment, on va retourner du côté de notre équipe. On va passer à la Jake Walula avec O'Connor, Ackermann, Dobridge, Engelhardt, Matthews, O'Brien, Plapp et Schmidt. Alors c'est vrai que Mauro Schmidt est le meilleur coureur de cette équipe depuis le début de la saison. Il sera très intéressant sur les étapes pour Vallon, mais pour Baroudeur aussi, c'est un coureur qu'on peut voir énormément échapper. Luc Plapp sera intéressant, oui, mais Matthews qui enchaîne pas mal les jours de course. Il a fait le Tour de Suisse, Tour Vanonap, mais blessure en poignet face à un camion de pompier. Mais il a seulement 15 jours de course avec Cesc Salines notamment. Ruta des Américains qui gagne, il finit 3ème à Cesc Salines, mais c'était un chrono par équipe. Il n'a pas couru depuis fin janvier jusqu'au Tour Vanonalp avec une 8ème place, mais c'était le chrono par équipe à Péreux, donc c'est seulement 3ème à Bad Dragaz sur le sprint, mais c'est remporté par Naves devant Xandro Meurice ce jour-là sur le Tour de Suisse. Sachant que dans le corps qui est devant, c'est Laurent Strong, Van Der Poel, Van Den Berg et Kort. Et derrière lui, c'est Pau Michael et Finn Fischer Black, entre autres. Avec Brennan est très mal placé, il fait même pas dans le top 10. Et puis après, c'est Pogacar, Rousseau, Lapéra et Alaphilippe dans le top 15.
Donc voilà pour Matthews, un vainqueur des étapes sur le Tour de France bien évidemment à 2 reprises en 2017. Mais ça va être très très intéressant je pense pour lui. En tout cas, et puis vainqueur d'étape, maillot vert en 2017, mais bien évidemment l'étape de Valence, enfin de Romans-sur-Isère, pardon, mais l'étape aussi de Rodez et puis la victoire en 2022 du côté de Mende, ainsi que celle à Revel en 2016. 10 ans après sa première victoire pour Michael Matthews à 35 ans. Il aura peut-être sa carte sur certaines étapes, mais ça va être compliqué en termes de conditions. Puis on amène Ackermann alors qu'on a changé par rapport à Groenewegen, alors que finalement Ackermann ça saison est compliqué. Hein. Pour lui, bah, il y a une 7ème place sur la première étape du Giro, mais c'est ça. Et sur la troisième, et après c'est très compliqué. Ouais, bah il y a Paris-Nice, pas de top 10. Bah, 6ème sur la première étape du Tour d'Algarve. Et 3ème à sur la tour à Almancia Train Station. Donc ça c'est compliqué pour lui de 41 jours de course. Pour lui, puis O'Connor qui vient de finir 16ème d'un Giro où c'était compliqué au fur et à mesure des jours de course. Alors on a quand même Dumbridge qui sera là, Angular pour jouer le sprint, enfin pour un train de sprint tout comme O'Brien, mais O'Connor, son Giro est compliqué, 16ème et sa condition fait que de décroître. Déjà le Tour des Alpes 8ème, c'était peut-être pas le plus marquant, malgré une 7ème place à Bolzano. Alors il était bon effectivement au bloco 5ème, mais après c'était plus que compliqué. Et puis 13ème de Catol, mais très très loin, le tour 42, 10ème sur la 4 Evans, enfin sur le tour d'Honneur, mais surtout 50 jours de course aussi. Il sera dans des échappées, je pense. Est-ce qu'il sera pour une bataille pour le maillot à poids? Je sais pas, mais je m'attendais pas à ce qu'il double déjà au tour. On se retrouve, il est un petit peu plus tard, quoi. On va dire, allez, près, il est 23h30. Donc 4 heures après que j'ai fini de tourner. Donc on va passer à la 1X de Tobias Aland Johannessen, Abrahamsen, Charmig, Magnus Kortnissen, Anders Aland Johannessen, Skarsen Train et Warren Scholl. Warren Scholl sera là pour les sprints, même si c'est vrai qu'il n'a pas fait la meilleure saison. Après, la fin de top 10 à la Copenhagen Sprint. Pas à Copenhagen Sprint, bah, il fait 14ème là-bas, mais 2ème à Highland Washtoged Ice, je peux. Mais c'est surtout une 4ème, une 7ème, une 5ème place sur le Tour de Belgique, à peu près vraiment ses gros résultats cette saison. Avec une 2ème et une 4ème place sur le Tour d'Andalousie, une 3ème à travers la Flandre. Mais sa saison est assez compliquée en réalité du côté de Warren Scholl. C'est vrai qu'il n'a pas totalement. Comment on peut expliquer ça? Avec 18 ans en professionnel, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas tout ce que les espoirs qu'on pouvait avoir en lui qui ont été confirmés jusqu'ici. Ce qui peut être un peu décevant, malgré que face à une grosse adversité, oui, même si je dis ça alors que le Tour de Belgique, il fait quand même 2 top 5 et un top 7, enfin une 7ème place face à une très très grosse adversité. Mais il y a Warren Scholl que je voulais citer, puis Johan Nessen, Bremsen forcément pour aller à l'avant. Charming sera là après, en plus il y a pas mal de confiance, j'imagine, après sa victoire sur le Tour Rhône-Alpes. Kortnissen, champion du Danemark pour sa dernière saison professionnelle, on le verra à l'avant. Skarset, Train seront présents également. Anders Aland Johannessen aux côtés de son frère, il pourra avoir sa carte jouée, mais surtout Thomas Aland Johannessen qui effectivement très peu de personnes en ont parlé, notamment le podcast de France Télé alors qu'aurait été, bah, c'est 9ème de l'UE Tour, 4ème de Tirreno, 3ème du Tour du Pays Basque. Pour moi, c'est la plus grosse performance de la 1X sur une course par étape pour le Tour d'une semaine, parce que je pense, bah sinon c'est que Johan Nessen et sur une grande, enfin une grande course par étape d'une semaine. Et après, bah, c'est le 9ème de Liège et surtout 5ème du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu'il avait très très mal commencé. Et en réalité, il est monté en puissance. C'est toujours intéressant sur les courses de préparation au Tour de France de voir comment les coureurs évoluent au fur et à mesure de l'épreuve et surtout de voir si leur condition est montante. Et là, en l'occurrence, en ce qui concerne Tobias Aland Johannessen, bah, on est sur un coureur qui avait très mal commencé, qui avec l'échappée et sa 2ème place derrière Simon Gibbs et devant quand même Tuckwell quand c'était à Crévolan, a réussi à aller chercher une 5ème place au général. Il est quand même devant Scalmo, mais il s'est accroché toujours et surtout la condition était montante. C'est toujours mieux quand on a une forme qui va crescendo que voilà, on commence sur chapeau de roue et on finit piano assez loin. Là, il fait quand même 3ème au plateau de Solaison, mais la veille, il n'était pas dans l'échappée, mais il est quand même au match avec les favoris, hein, Grand Colombier. Il fait quand même 3ème encore à 38 secondes de Del Toro. Et il bat Jorgensen dans la dernière ligne droite, sachant que Jorgensen sur Dauphiné, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai pas trouvé totalement si bien que ça parce que c'est vrai qu'il avait pas mal craqué. J'ai trouvé un peu limité, surtout qu'il est distancé par le groupe Johannessen justement sur l'avant-dernière, enfin sur la dernière étape, il est lâché par le groupe Johannessen et il finit même au niveau,
enfin il finit dans le groupe Van Gils, mais il est lâché par Christian Rodriguez, Carlos Rodriguez, Skelmos et Johan Essen. Et ça, j'ai trouvé ça assez étonnant que sur cette ascension-là, il soit moins difficile. Enfin, même si c'est que ça nous avait expliqué que pour lui, à Crévolan, Jorgensen serait bon, mais après, sur des pures étapes de montagne, il serait forcément moins bien, même s'il a déjà fait 2 top 10 sur Grand Tour. C'est vrai que c'est assez compliqué. Mais je pense que Johan Essen peut être au contact du top 5. En tout cas, ouais, je pense que le top 5, ce serait une ambition pour lui. Parce qu'on est quand même sur un coureur qui a fini 6ème du Tour de France l'an dernier, qui n'est pas totalement attendu, mais surtout qui progresse d'année en année après ses problèmes au genou. Et je trouve qu'il vraiment il fait une très belle année. Et comme Lipovic, il monte en puissance. Après, c'est vrai que son début de Dauphiné était un peu plus délicat, mais en même temps, il n'avait plus couru depuis Liège-Bastogne-Liège. Vous me direz, comme la plupart des coureurs, oui. Mais pour moi, franchement, son Dauphiné, voilà, forcément, retourne attitude, remettre le corps en route sur une compétition après plus d'un mois sans courir, c'était difficile. Mais je trouve que vraiment cette semaine-là est encourageante et un peu comme un coureur qu'on parlera un Belge après, ça peut être très très bien. Côté belge d'ailleurs, 31 coureurs, c'est un de plus que les Français. La Belgique est la nation la plus représentée. C'est la première fois depuis 2008, non 2007 que les Français ne sont pas les plus représentés. Je crois qu'à l'époque c'était 41 Espagnols, un truc comme ça. C'est assez bas d'ailleurs côté français, alors que forcément on a 7 de coureurs de la Groupama, 8 chez Total par exemple. NSN, on sera articulé même si on a avec Van Asbrook, Stewart, Neylands, Louvel, Frigo, Bennett, Aski et Binyam Girmay, même si on a George Bennett, Chris Neylands ou encore Marco Frigo qui voudront partir à l'avant, très clairement on va être articulé autour de Binyam Girmay. Très clairement l'Érythréen qui est bon en année paire et qui s'est imposé sur la première étape du Tour de Belgique. Il a fait une 10ème et une 5ème place. Il a fait 3ème de la Bruxelles Cycling Classic. Bruxelles Cycling Classic, il est battu par qui? Par Jordi Meeus et Milan Frétan, par la Cofidis juste après. 5ème de la première étape de Paris-Nice et 2ème à Isola, battu par Dorian Godon ce jour-là, mais 5ème sur la première étape, sachant qu'il se faisait assez enfermer. Et en fait, c'est vrai que 4ème du Dwarf Zovlanderen, mais comme dit la production, c'est vrai que souvent il avait les bonnes jambes, mais en termes. Mais tout ne se profilait pas comme il le voulait, notamment avec son équipe. Alors il gagne quand même la première étape du Tour de la Communauté de Valence. Et il remporte la classique d'Almeria, il était très très fort ce jour-là devant Milan Frétin et Groenewegen. Mais Girmay, on sait qu'il est très fort en année paire. Et là, ça peut être assez intéressant pour lui, avec une grande partie d'équipe qui sera dédiée à lui. Et forcément, ça va largement compter. Il aura un train quand même avec Lewis Aski, Jake Stewart, Van Asbrook qui pourra l'accompagner. Et Louvel, après, effectivement, comme on peut le souligner des fois, ça y est qu'Aski et Stewart qui étaient des anciens sprinteurs numéro 1, c'est pas forcément toujours gage d'être des excellents poissons pilotes. Et même un poisson pilote ne peut pas être forcément un excellent sprinter tout le temps. Donc là, il faudra voir comment ça s'organise, même si je trouve que Girmay prend comme ses marques. Et sur le Tour de Belgique, il fait quand même une victoire lors de la première étape, devant Merlier, devant Canter. Donc c'est quand même très très solide. Et sur la 5ème place sur la victoire de Lafcoy, bah ouais, mais il est face à Armin De Klen, Philipsen, Merlier et Coy, et il bat De Klerk et Warren Scholl. Donc c'est quand même une grande partie de ceux qu'il affrontera sur le prochain Tour de France. Donc pour moi, effectivement, du côté de Binyam Girmay, je pense qu'en termes de bataille pour le maillot vert, ça peut être intéressant, même s'il ne passe quasiment plus les bosses Binyam Girmay. Après, c'est un coureur qui marche énormément la confiance, et c'est ce qui s'est passé en 2024, où il gagne très clairement 3 victoires d'étape. Et maillot vert, tout ça en gagnant. Enfin, ça a vraiment commencé cette dynamique, même si c'était très fort avant, avec cette victoire le premier jour dans un sprint où Philipsen tombe notamment et où tout se profile bien pour lui après. Et il avait une surconfiance, notamment quand à Colombey-des-Églises, limite, il a dit que la Cofidis lui avait presque lancé le sprint. C'est à voir. Du côté de Movistar, on part avec Heuctebrook, Pablo Castrillo, Jefferson Alvarado, Cepeda, Raúl Garcia Piana, Esman, Oliveira, Romo, Rubio. Très clairement, Oliveira sera là pour le sprint, pour le plat, pardon. Oh là là. Esman sera là en équipier. Raúl Garcia Piana, rouleur, mais également grimpeur assez intéressant. 5ème du championnat d'Espagne du chrono, mais il était très très fort côté de Vauclin l'an dernier. Après cette saison, en ce qui le concerne, c'est une 2ème place sur la dernière étape du Tour du Pays Basque. 4ème la 2ème étape du Tour Rhône-Alpes et 5ème à Crévolan. Une condition qui est assez intéressante pour lui si je regarde un peu plus. Oui, c'est vraiment ses principaux résultats, mais je pense qu'en échappée ça pourrait être encore intéressant. De toute façon, cette équipe là partira beaucoup à l'avant, mais il y aura des coéquipiers. Je pense qu'Aravia Romo, et Rubio seront à l'avant à de multiples reprises, comme Pablo Castrillo. On va être dans des coups pour essayer d'aller chercher une victoire, même si le principal leader sera Can Heuctebrook et que Can Heuctebrook, très clairement, ouais, du côté du Belge, il a vraiment fait une très très belle saison pour ce coureur-ci.
Alors, la dernière victoire, c'était bien Quintana 2019 pour cette équipe-ci. Mais oui, honnêtement, Ken Uitebroek, il a vraiment fait une très très belle saison. Et pour le moment, il a retrouvé la condition, notamment après sa victoire l'an dernier sur le Tour de l'Ain. Mais forcément, il a été renversé par une voiture, il a eu pas mal de problèmes. Et là, franchement, je trouve qu'il a repris une bonne condition. Alors, sixième du Tour of Granchi l'an dernier, bon, en fin de saison, c'est quand même aussi cinquième du Tour de Slovaquie et deuxième au Tour de République tchèque. Mais c'est vraiment ce Tour de l'Ain où il fait une démonstration sur l'étape de Belay. Le deuxième, qui est Nicolas Prudhomme, finit à 3,05. Et, euh, et d'ailleurs, il avait gagné avec comment? Est-ce qu'on peut. C'est pas indiqué ici par hasard? Non, là, j'arriverai pas à le voir tout de suite sur PCS. 50 km en solitaire, voilà, 650 km 600. Mais oui, il a fait une très très belle. Enfin, il a retrouvé la condition en fin de saison dernière. Là, il se sent plutôt bien dans cette équipe où visiblement il savait quand même pas mal parler espagnol, ce qui marche toujours dans cette formation-là. Mais 8ème au Tour de Catane, il monte en puissance aussi. 5ème à Milan-Turin, 12ème au Tour du Pays Basque. Mais après, vraiment, on a eu un très très bon Tour Van-Rhône-Alpes où il fait 7ème et 9ème au plateau de Solaison et 5ème au Grand Colombier où il a vraiment été excellent ce jour-là. C'est un coureur qui est assez discret sur ce Tour de France, mais il peut être à la bagarre pour la seconde partie de top 10, très clairement Ken Uitebroek. C'est leader de cette formation. Ouais, il finit avec Jorgensen à 41 secondes, mais bat quand même Skelmos et Sexa ce jour-là. Il est à 3 secondes de Johannessen, il est vraiment très très fort. Et si on regarde sur l'étape du plateau de Solaison, bah il bat Jorgensen, mais il finit dans ce groupe avec Tuckwell, Van Gils. Vraiment un groupe qui était assez intéressant. Et c'est un peu comme Johannessen l'an dernier. Alors Johannessen l'an dernier, il fait quand même une autre place sur le Tour Van-Rhône-Alpes. Il finit quand même quatrième de cette épreuve-ci. Là, c'est septième et je trouve que les jambes de Ken Uitebroek sont plutôt assez intéressantes et il faut vraiment le signaler. Et puis Pablo Castro sera là à l'avant. Très clairement, c'est un double vainqueur d'étape sur la Vuelta. Cepeda également. Et puis, comme je dis, Rubio et Romo seront à l'avant de la course. Vainqueur d'étape sur le tour et le Giro 2023. Javier Romo, 8ème du Giro, c'était l'an dernier, et 7ème en 2024. Mais cette année, la saison assez compliquée pour lui parce que 23ème du Giro, on l'a très peu vu malgré la 9ème place à Alleg. Et si, ouais, à Andalo, il fait 5ème, hein, c'est vrai. J'avais un peu oublié cela. À Andalo, c'était l'étape remportée par Valgren, justement, en échappée. Ouais, c'est surtout Catalan 52ème où il pèse pas trop sur la course. Il y a vraiment à partir du Giro qu'il a commencé. Pareil, 33 jours de course pour lui. Même si la grande partie est forcément faite sur un grand tour. En ce qui concerne le Colombien. Si on regarde un peu plus du côté de la Lotto Intermarché, on part avec Arnaud Delis, Hubart, Berkmoens, Krabs. On a également Slok, Van Edveld, Weistrofer et Jörg Zimmermann. Zimmermann sera là dans des coups pour les échappées, tout comme Weistrofer qui sera là à la fois pour rouler sur des échappées, mais aussi à l'avant de la course. Bon, sur Eurosport, il disait qu'il pourrait être le futur super combatif de ce tour. C'est un corps vraiment qu'on verra énormément à l'avant, celui qu'on surnomme le sanglier. Il sera assez performant. Après, c'est qu'on met Van Edveld et Arnaud Delis comme sur le dernier Giro. Delis qui avait abandonné à la 12ème étape, qui avait vraiment très très bien commencé parce qu'il finit 13ème lors de la deuxième étape, mais il avait quand même suivi le groupe Vingegaard pendant longtemps. Il finit 7ème à Cosenza sur l'étape 4 avec la première victoire de Narvaez. Mais c'était assez compliqué en montagne. 23ème Blockhaus, à Cornwall-Scalé 13ème. Il y avait quand même un peu de rythme pour lui. Et jusqu'ici, c'était le Grand Prix Miguel Indurain, 7ème, limite son meilleur résultat. Alors 6ème de lui au Tour, c'est vrai. Avec une 8ème place à Liva Palace et 3ème à Djebel Mobra. Mais 12ème à Djebel Lafette. Après, à Djebel Lafette, si on regarde le classement de cette étape, oui, bah, il est dans le groupe David Gaudu qui est à 48 secondes. Très clairement. Mais c'est vrai que pour cette saison-ci, Van Eyvel, c'est pas le coureur qui m'a le plus passionné. Après, voilà, ça reste un vainqueur du Tour de Grand Chine, un tour dans sa carrière. Peut-être plus puncher que grimpeur. En tout cas, plus là pour des 8 heures d'étape que pour un classement général. Moi, je crois pas forcément pour un classement général. Il avait abandonné le Tour de France aussi l'an dernier. Par contre, Arnaud Delis, bah, mauvaise relation avec son équipe. Alors, il a quand même remporté sur le Tour de Wallonie une étape, hein, et une troisième place. Il fait troisième au général, une sixième place également. Quatrième sur Ganvelgem, vainqueur de la Lotto Farmen Classique où il avait été malade tout simplement. Après, à cause des champs, on avait des bousses de vache tout simplement qui avaient contaminé une partie du peloton. Mais deuxième également sur la troisième étape de Tirreno Adriatico. C'est vrai qu'il avait manqué de chance sur ce début de saison où il était pas mal enfermé. Alors il finit quand même 6 à Almeria, 5 à Tavira sur le Tour de l'Algarve sur la première étape. Mais Arnaud Delis, faudra voir. Alors c'est vrai que sur les Tours de France, ça a souvent été beaucoup plus compliqué pour lui. Pour le Belge de cette formation-ci, enfin sur le Tour de France, oui, je dis que ça a été difficile. Alors que l'an dernier, il a fait une troisième place, hein.
il me semble. C'était troisième, si je me trompe pas, du côté de Laval. Oui, non, à Châteauroux, il fait cinquième à Laval. Et quatrième à Toulouse et à Valence. Non, mais et septième aux Champs-Élysées. Je trouvais que l'an dernier, sa forme montait crescendo sur le Tour de France. Là, en fait, le problème, c'est qu'il faudra voir est-ce que il est vraiment aussi, est-ce que la mauvaise relation qu'il a avec son équipe, parce que il était mal sur le Giro, il abandonne très tôt, hein, au bout, enfin, il est au bout de la quatrième étape. Mais là, il était considéré comme malade, et même si lui, il comprenait pas pourquoi il n'était pas à la présentation des équipes. Euh, Hier, au moment où je tourne, c'est vrai que pour lui, est-ce que les mauvaises relations avec son équipe pourront plus que l'handicaper? Avec cette formation-ci de la Intermarché, on a Hart, oui, qui pourrait l'accompagner, le champion des Pays-Bas du contrôle à montre, cinquième de la NXT classique. Pour lui, si je regarde un peu plus, on a Krabs qui avant tout encore, voilà, sur le Tour Vanilla, il finit quand même 14e avec 7 jours de course cette saison d'ailleurs. 20e des boucles de la Mayenne et 8e à Montron-les-Bains sur ce Dauphiné, la victoire de Quinn Simmons ce jour-là. On a Slock également. Slock, oui, il a fini 19e du dernier Tour de Suisse, 5e des 4 jours 24 avec une 5e et une 6e place justement. Ouais, c'est vrai que cette équipe, on a plus d'écoires. Est-ce que c'est que pour Van Velt ou est-ce que vraiment on fait totalement confiance à Arnaud Delis? Après, on part avec un objectif déjà pour cette formation, l'auto-intermarché, de faire le doublé de Giro Tour pour Arnaud Delis et Lennart Van Velt. On a également Berkmoed qui a fini deuxième du Tour de Belgique au classement général avec une deuxième place sur la dernière étape et sixième lors de la deuxième étape, cinquième au circuit franco-belge et troisième au mur classique Gerasbergen. Mais ouais, cette équipe m'intrigue un petit peu. Aussi, beaucoup de coureurs veulent partir. Ça parle pour Delis, ça parle également pour Van Velt. Visiblement, il y avait des rumeurs comme Comadois pour y aller. On parlera de la Groupama juste après. Mais assez étonnant. Après, du côté de la fin, enfin, c'est vrai que c'est pas la composition peut-être la plus équilibrée pour Delis. Après, est-ce qu'on va réellement peser pour le général? Je pense plus essayer des échappées au début d'étape pour les nerfs Van Velt si la condition est présente pour les deux coureurs. Du côté de la Cofidis, Yannis Aguirre sera là avec Pitalkart à Rombrou, Bierman, ce Frétin, Kirchpage et Benjamin Thomas très clairement sera là dans cet encadrement sprint, mais pas de Brian Cocard. Il n'est pas au départ de cette épreuve-ci. J'étais assez étonné d'ailleurs quand j'ai pas vu Brian Cocard 9ème d'une étape sur le dernier Dauphiné au Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes, deuxième à Lens, sur le Grand Prix, enfin sur les 4 jours d'un 4, mais après oui, la victoire au Grand Prix cycliste à la Marseillaise, c'était son troisième jour de course, mais remporte sur la visite sauce à Egen. Il gagne également en Grèce, mais après, quatrième aussi à Apt sur le Dauphiné, sur Paris-Nice, huitième sur Paris-Camembert, quatrième à Route Orangelle. Une saison assez compliquée pour Brian Cocard, mais 44 jours de course déjà. Alors est-ce que c'était prévu d'entrer? Je sais pas. Il est pas en fin de contrat en plus, Brian Cocard. Mais est-ce que le fait d'avoir remporté le Grand Prix cycliste à la Marseillaise fait que on a une saison compliquée? Il est également sur le Tour du Finistère cette saison. Mais c'est vrai que pour Brian Cocard, c'est assez compliqué, je dirais quand même. On l'a pas pris. Après, il a eu beaucoup de difficultés, même si on parlait plus de ses capacités dans les bosses. C'est vrai que, ouais, assez. Je m'attendais peut-être plus à le voir, mais là, on fait un choix fort et puis on se tourne surtout vers la Belgique du côté de cette formation. Enfin, on part avec quand même trois coureurs belges. Alex Kirch, de toute façon, on part avec Benjamin Thomas, Alex Kirch qui seront là dans l'accompagnement dans le sprint. Pitalkart sera là, limite avec Jente Biermans et Hugo Page pour lancer Milan Frétin. Frétin qui a fait une saison, mine de rien, avec quelques résultats. Hein. Si je regarde deuxième à la Bruxelles Cycling Classic, troisième à Highland Vastagent Heights, quatrième de la première étape de Paris-Nice, vainqueur à l'Opéra sur le Tour d'Andalousie, deuxième à la Classique d'Almeria, deuxième à Alula Camel Cup Truck, qui est en gros l'endroit des courses de chameaux, hein, pour ceux qui ne savent pas, sur le il me semble que c'est ça, hein, sur le tour, la Lula Tour. Mais c'est vrai que alors en termes de résultats, 30 jours de course, en termes de points ici, on est sur 475 de son côté. Mais c'est vrai qu'on lui fait confiance du côté de cette formation. Après, il a fait le Tour de Belgique. Il n'était pas dans le top 10. Mais c'est vrai que ouais, on amène quand même une très, très grosse équipe autonome, en tout cas une équipe vraiment tourne esprit qui aura quand même à Rambourg qui passe les bosses et qui sur certaines étapes pour avoir sa carte en échappée. Et Yann Izaguirre à Rambourg vainqueur étape sur le Tour du Pays Basque cette année, comme l'an dernier. Et le troisième Tour de Belgique aussi à Rambourg qui a fait quand même un très très bon résultat avec une victoire étape à Durbuy. Vainqueur à Galdacao, on l'a dit sur Paris-Nice, 8ème de la Fauna Drôme et 4ème du Grand Prix Miguel Indurain avec une route d'Andalousie. Troisième, sixième, quatrième et quatrième
des étapes 2, 3, 4 et 5 et 6ème au classement général, 2ème de la Figueira Champions Classic. Franchement, c'est quand même un plutôt bon résultat, une saison vraiment assez bonne pour un Ambrou pour le moment, qui a couru à 25 jours de course pour le moment. 863 points ici marqués pour le coureur de la formation française, le Basque. Un autre Basque, c'est Johan Zagreb pour sa dernière saison professionnelle. C'est quand même 9ème de la Andorra Mora Bank Classic. Après, il sera vraiment dans les échappées. Il ne jouera pas du tout le classement général, on le sait. Même s'il fait 3ème à la roue d'Occitanie avec la 3ème place à Loudanvielle. 6ème avec Van Trentfort, c'est quand même 7ème de Flèche-Wallonne et surtout 4ème du Tour du Pays Basque avec une 5ème, une 4ème place et une 7ème également. Il était vraiment très très bonne forme et vainqueur du Grand Prix Miguel Muren. Il était très fort ce jour-là, 7ème de Paris-Nice, tout comme l'étape de Nice d'ailleurs, 5ème à Colombier-le-Vieux. Mais il est 5ème de la Figueira Champions Classic, il a quand même retrouvé des jambes. Yannis Gaga, enfin retrouvé des jambes, il a quand même 37 ans, mais ce que je veux dire, c'est que il fait quand même une bonne dernière saison. Je pense qu'il sera dans les coups, l'ancien double vainqueur d'étape sur le Tour de France à Morzine en 2016 et en 2023 du côté 2023, c'était du côté de Belleville en Beaujolais. Deux étapes du Tour du Pays Basque dans sa carrière, une étape de la Vuelta aussi pour Yannis Aguirre, une étape du Giro, vainqueur d'étape sur les 3 grands tours. Vainqueur du Tour de Pologne également, du Tour du Pays Basque dans sa carrière ou encore du Tour de la Communauté de Valence. Mais ouais, Yannis Aguirre va vraiment être le coureur en tout cas qui va être le plus intéressant en montagne, même si c'est souvent plus compliqué pour lui la montagne, enfin les étapes de montagne sur le Tour de France et les échappées. Mais on le verra à l'avant-journée. Après, ce qui fera plus la Vuelta, c'est à voir. Pinerolo Q36.5, on part avec Pidcock, Asparen, Harper, Quinten Hermans, Hawson, Meurice, Van Moor et Follewright. Alors cette Follewright pourra faire des échappées, voire des sprints, mais je pense qu'on sera surtout tourné déjà vers l'avant de la course, mais surtout voilà, avec notamment du Chris Harper qui était très fort autour de Thomas Pidcock, le vainqueur d'étape. Chris Harper l'an dernier sur ses strières, enfin pardon, à ses strières plutôt, sur le dernier Giro, enfin sur le Giro 2025. Oui, on part avec un nouveau maillot pour cette formation-ci, mais je pense honnêtement que voilà, Pidcock veut jouer le général. C'est vrai que sa saison est un peu plus compliquée. Mon deuxième à Francfort, vainqueur la enfin la Morabank classique d'Andorre, vainqueur d'étape à Arco, la cesse d'Arco, enfin Arco plutôt oui sur le Tour des Alpes où il finit 28ème du général avec une 7ème place à Trento et une 2ème à Innsbruck. Son Tour de Catalogne, il tombe forcément et il abandonne, ça n'a pas été simple pour lui. Il n'a pas fait les Ardennaises également, enfin il a fait Liège sur une gamme, mais je veux dire il n'a pas fait l'Amstel ou la Flèche, il était sur le Tour du Pays, des Alpes à la place. Troisième sur Tour de Murcie, deuxième à Rennes, mais Tour de Murcie c'était seulement une étape où il fait troisième du coup. Troisième du général du Tour d'Andalousie avec une victoire lors de la dernière étape et une 8ème place également. Septième d'Estraguet, vainqueur de Milan-Turin. Deuxième du Milan-San Remo, c'est vrai que sa saison est particulièrement bonne, plutôt quand même après il a fait troisième, sixième et troisième étape également sur le Tour du Catalogne, mais c'est pas encore que j'apprécie réellement Thomas Pidcock. C'est qu'il joue le général. Oui, troisième de la Vuelta en dernier, mais c'est vrai que je me souviens du Tour 2023 en débrief, je disais beaucoup, quand on enchaîne des étapes de montagne avec beaucoup d'enchaînements d'ascension, c'est pas là où il était plus fort, et notamment lors de l'étape de Morzine cette année-là, il craque, il perd beaucoup de temps. Après, c'est également le cas aussi du côté de l'arrivée à Saint-Gervais-Mont-Blanc, et après, il finit à plus d'une heure au Tour de France en 2023, faut se rendre compte, alors qu'il était 5ème, il était 8ème du général après le Grand Colombier, il finit 13ème au classement général, mais il finit à plus d'une heure, il me semble, cette année-là. Enfin, pas une heure, pardon. Il finit à 47 minutes, mais il finit assez loin, sachant qu'il était à combien de temps avant du côté de ce Tour de France Saint-Gervais-Mont-Blanc. On va regarder l'étape de Grand Colombier. Grand Colombier, au général, il était à 5,35. Donc, il a vraiment perdu 42 minutes en une dernière semaine de course. Alors, c'est vrai que pour son équipe, il y avait quand même Carlos Rodriguez, mais il ne l'accompagnait pas forcément plus que cela. Et puis si on regarde en 2022 aussi, en 2022 il était très fort avant le col du Granon. Alors sur le Granon, il arrive à revenir dans la descente après avoir craqué dans le Galibier. Mais il passe de la 8ème à la 11ème place du général. Il gagne Alpe d'Huez, il revient 8ème. Jusqu'à l'étape de Foix où il descend à la 10ème place. Et à l'étape de Foix, on peut regarder, il est 10ème au général, ok. Il est à 10 minutes, mais si on regarde à l'arrivée à Paris, à ce moment-là, il est à 10 minutes. Étape, est-ce qu'on pourrait voir le général à Paris La Défense Arena, Champs-Élysées, il finit 16ème du général à 1h01. Donc ce que je veux dire, c'est quand même qu'il a pris 50 minutes en montagne. Alors forcément, il a quand même progressé depuis le temps par rapport à la dernière Vuelta. Mais une Vuelta, je dis toujours atypique. Moi, j'ai très peu de bons souvenirs de cette Vuelta. On a eu forcément pas mal de manifestations et surtout la Vuelta a forcément des ascensions à des très forts pourcentages et moins de terribles enchaînements de col. Après l'an dernier, Pidcock, il est au départ du Giro. Sur le Giro, il finit quand même 16ème également. C'est vrai qu'il finit 16ème du Giro. Je m'attendais à ce qu'il finisse plus loin sur le Tour d'Italie.
Mais pareil, sur le Tour d'Italie, il finit à combien de temps? En général, il finit à 46 minutes également. Et c'est sur la Vuelta, vraiment, là par contre, il a été très très fort. Sur la Vuelta, il a été constamment sur le podium de cette épreuve-ci. Il finit seulement à 3,11. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour lui. Il montre quand même, mine de rien, qu'il progresse au fur et à mesure. Donc ça pourrait être bien en confiance pour lui. En tout cas, il vise le classement général, pas que des victoires d'étape, ça c'est une certitude pour lui. Et puis même s'il est lâché dans certains cols, il peut revenir avec ses capacités en descente. Groupe AEDJ, on part avec Romain Grégoire, Clément Berthet, Clément Braz Alfonso, Ewan Coscu, Lorenzo Germani, Guillaume Martin, Quentin Paché, Clément Rousseau. Alors ça, Rousseau, on peut faire des fonds sur les sprints, mais je pense que des Rousseau, des Germani devraient partir à l'avant sur certaines étapes, même sur le plat. On aura surtout tout pour Romain Grégoire, honnêtement. Il aura une équipe dédiée pour lui, notamment pour pourquoi pas s'imposer à UCL, même dans un petit groupe à fois. Et surtout, moi, j'aimerais beaucoup le voir gagner à Barcelone. En ce qui concerne le français, le nouveau champion de France, pourquoi pas même à Belfort ou les Champs-Élysées. Mais honnêtement, voilà, il y aura Braz Alfonso et Berthet qui seront dans des échappées très clairement, tout comme Guillaume Martin Guenet, il voudra jouer le général, même s'il fait 10ème sur le Dauphiné. C'était très compliqué pour lui, c'est avec l'abandon de Sexas, Visio qui finit beaucoup plus loin. Ce jour-là, après, il est quand même allé le chercher, mais avec son échappée aussi. Et puis il y aura Quentin Pache à l'avant, aussi, je pense, à la course, tout comme Ewan Coscu. Même si en réalité, oui, je pense que Romain Grégoire, vraiment, il aura une équipe dédiée. Et puis Clément Braz Alfonso, ce qui ne jouerait pas le classement de la montagne, il l'a gagné sur le Dauphiné. Ça peut être un objectif, mais c'est sûr que si on ramène du Lenny Martinez, peut-être du Storer par exemple, jouer ce classement, Richard Carapaz, Van Edvelt, peut-être, ou O'Connor, c'est une possibilité. Enfin, même des Ineos, hein, du Vauclin, Arensman ou encore, bien évidemment, Egan Bernal, même du Jay Lay. On pourrait avoir du monde, donc ça pourrait être assez limité pour lui là-dedans. Mais c'est pas le coureur le plus connu du grand public. Et il était très fort sur la deuxième étape du dernier tour vers Rhône-Alpes. On aurait pu le voir un peu plus seulement. Par contre, effectivement, on n'a pas sélectionné dans cette équipe. Alors, Kosciuszko pourrait être assez intéressant à l'avant, mais très généreux dans l'effort. Il pourrait être vraiment très utile. Et de toute façon, l'objectif, c'est aller chercher une victoire étape depuis le Tour Malais 2019 et une victoire. Pour ça, oui, et des échappées. Après, on prend pas Madouas et Godu déjà quand je les voyais sur le Tour du Finistère. Donc, pas que j'ai quelque chose pour cette course qui est juste à côté de chez moi et que je vais voir le départ. Mais enfin, qui est pas très loin de chez moi plutôt. Mais parce que c'est pas du tout à côté. Mais enfin, il y a quand même une distance. Mais c'est vrai que bah, pas de Madouas, pas de Godu. Alors, on commence à le sentir. Madouas et Godu, pour moi, quand je les voyais sur cette épreuve-ci, j'ai rien contre le Tour du Finistère ou des manches de Coupe de France. Mais ça sentait un peu la punition de les faire venir certes chez eux. Mais par rapport au résultat, Madouas, son meilleur résultat depuis le début de la saison, je vais essayer de vous le trouver. C'est peut-être 16ème au Tour défendant. Et 17ème au Tour. Non, 14ème au boucle de l'Aude pour Madouas. Ah, 14ème au championnat de France. Mais bah, il n'existe quasiment pas. Et puis Madouas en dernier, même 12ème de Paris Tour, certes. Mais après, ceux-là, bah, on l'a très très peu vu. Alors il y a 10ème à Carcassonne sur le Tour de France. Mais c'est presque, bah, c'est son seul top 10 sur la dernière année. 3ème au Trobreléon. Mais si on regarde Madouas, depuis le début de la saison 2025, on est quasiment que sur 2 top 10. Donc forcément que ça pèse aussi. Je pense que du côté de l'équipe Groupama MDG, on avait un peu envie de sanctionner parce que c'est vrai qu'il y a les JO en 2024. Et bah, d'ailleurs, on peut voir depuis les JO combien de Madois ça fait de top 10. Alors il y en a un au général et un sur l'étape, donc ça fait 4. 5, il a fini 5 fois dans le top 10 d'une épreuve depuis les Jeux Olympiques. Mais maintenant, on sait que plus c'est va vite, plus c'est long. Et plus c'est dur et plus il aime, oui, mais surtout quand ça frotte pas, et c'est son gros problème, c'est que c'est un corps qui ne sait pas frotter. Forcément, bah, quand tu arrives notamment sur les monts pavés, alors en plus il est en fin de contrat. Mais ce que je veux dire, c'est que quand forcément tu arrives sur des monts pavés et que tu es en 50e position à chaque fois, bah oui, t'es obligé de faire beaucoup plus d'efforts que les autres coureurs. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, c'est l'énergie que les autres ne dépensent pas. Et du coup, tu te retrouves toujours à colmater des cassures. Ce qui lui arrive. Et puis David Gaudu, bah ouais, mais même David Gaudu, il a du mal à mettre un pied devant l'autre depuis quelques temps également pour cette formation Groupama FDJ United. Il avait abandonné les championnats de France, certes, mais côté David Gaudu, moi, ce qui m'a. Enfin, c'est vrai que sa saison est plus que compliquée. Il abandonne sur Paris-Nice alors qu'il avait fini quand même 8ème à Huchon. Mais après, bah, il est sur 30 jours de course, mais 9ème à Djebel Lafette, oui. Et après, on a quoi d'autre du côté de Gaudu? Bah, sec, le Tour de Catone, 59ème au général, mais transparent. 57ème au Romandie, sauf qu'en Romandie, on avait plus encore au départ et qu'ils étaient seulement 86 à l'arrivée. Il avait. Et puis 5ème au boucle de l'Aune à Châtelain. Mais déjà, ça sentait mauvais pour lui sur le championnat de France, lors de la victoire de Berenettia. Pour la simple et bonne raison que j'avais déjà compris qu'il risquait de
Enfin, pour moi, c'était très bizarre de ne pas le voir sur le Tour de France. Enfin, de le voir sur le Tour de France avec aucun jour de course hors championnat de France depuis le mois de mai. Et puis de toute façon, il y a aussi sa part au clash visiblement dans sa formation. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de résultats. Et oui, bah là, c'est le tout pour le Romain Grégoire dans cette formation groupe FDJ United qui se retrouve très très loin au classement ici. Je vais peut-être vous faire vite faire un petit point UCI de cette semaine. La Groupama, ils sont 19e, ils sont hors top 18. Donc je rappelle, les 18 premières équipes au classement ici seront en World Tour. Ils sont effectivement à 109 points de la Tudor, qui est première équipe non relégable. Alors devant, il y a quand même toujours Pinerolo. Après, on peut se dire effectivement que Picnic, qui est 28e avec 1732 points marqués, pourrait effectivement déjà on une licence sur le tour que d'une année, mais Groupama MDJ, il faudrait être devant Tudor, devant Cofidis, devant Pinerolo Q36, qui sont deux équipes, enfin trois équipes potentiellement très favorites pour entrer dans le top 18. Alors peut-être qu'il y aura une place éventuellement par rapport à la Picnic, mais Groupama MDJ sont de peu, même pas de 49 points pour être précis. Devant la IF aussi est en difficulté. Et après, oui, tu peux peut-être passer devant Tudor où tu as quelques corps qui ont fait une saison un peu compliquée, comme Julien Philippe en parlera juste après. Et après, il faut dépasser Pinerolo qui est quand même déjà presque 400 points devant toi. Là, l'Auto également qui a une saison compliquée, mais qui est toujours 400 points devant toi. Et puis la Cofidis qui fait une saison plutôt intéressante, enfin avec des bons points, mais qui est que 17ème. C'est vrai qu'on a des gros problèmes du côté de la formation Groupama FDJ United pour le moment. Et puis maintenant, on va passer à la Tudor qui est devant eux au classement UCI. La Tudor est à la file de Klein, Haller, Hirschi, Pluimers, Storer, Trentin, Voisard. Très clairement, avec Pluimers, il sera là pour le 4ème du dernier championnat du Pays-Bas. Oui, il sera là pour le sprint, très clairement. Enfin, pour le sprint, peut-être pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un corps plutôt qui a des capacités dans le punch, oui. Pour le sprint, ce sera plutôt Arvin de Klein, mais qui a du mal à passer la montagne. Est-ce qu'Arvin de Klein, on tentera tout pour lui? Pas forcément, sachant qu'il n'a pas pris, d'ailleurs, il a 16 jours de course depuis la mi-mai. Mais oui, il a fait le Tour de Belgique, une 4ème place, une 6ème place, 5ème à la Bruxelles Cycling Classic et 4ème à Highland Vastgoed H Peitsch. Mais oui, sinon, il y a 4 top 10 effectivement. Même on peut dire 4 top 6. Mais après, c'est un corps qui passe quasiment pas la montagne. Et sur une épreuve où tu as des ascensions dès le début, c'est un peu difficile. On a Yanis Voisard pour cette équipe qui a quand même marqué 297 points ici cette année, notamment avec une victoire à Bir Jaiban Mouten Wirka sur la Lula Tour avec une 6ème place. Après, c'était compliqué pour lui. Il y a une 8ème place à l'Alto de la Foya et une 10ème place sur le Tour d'Algarve. Et puis derrière, 65 d'Estrade certes. Bon, 8ème d'une étape sur le Tour de Normandie, 6ème et 8ème d'étape également sur cette épreuve-là. Et après, son Tour Naples est très compliqué pour lui parce que c'était qu'un retour d'altitude. Il fait 3ème des championnats de Suisse du chrono, mais qui a des capacités en montagne. J'allais dire c'est peut-être le meilleur Tudor. En tout cas, l'un de ceux qui avait montré pas mal de choses en début de saison. Haller sera équipier. Je pense que Trentin tentera des coups dans des échappées. Il a l'expérience très clairement. Marc Hirschi, c'est très compliqué pour lui. J'ai pas du tout vu la saison de Marc Hirschi. 19 jours de course. Ah, il avait été fort. Oui, il était tombé sur la flèche. Et là, mais je veux dire, c'est vrai que la saison de Hirschi, il y a 7ème à la Figara Classique. Et après, une 4ème place au championnat de Suisse. Alors, il fait 18ème au général du Tour de Suisse. J'avais absolument pas vu ça presque. Mais 61ème à la Classique Var, non. Il a vraiment été très compliqué. Après son début de saison flamboyant, vraiment d'entrée presque, quand il arrive dans sa formation en 2025. Et puis après, quasiment plus rien. Donc c'est un peu une énigme. Et puis à la fin début, enfin, d'abord on a Storer qui sera la plus grande carte. Après, il faudra voir parce que comment on enchaîne Giro Tour, il avait fait l'an dernier. Mais là, avec une 3ème semaine difficile, et on commence à voir que c'était difficile au fur et à mesure des jours pour lui. Là, c'est top 15, oui, sur l'UAE Tour. Top 15 également à Thierry Nadratico, mais c'est surtout un Tour des Alpes à achevé une 4ème place avec une 3ème place à Bozen Bolzano. Mais après, c'est 7ème du Giro avec une condition qui était quand même assez intéressante. 8ème à Cari, 9ème à Pioncavallo, 10ème à Alegle, Piani di Piezze. Oui, et puis 7ème à Pila, 9ème à Bloco. Je trouvais que la condition était peut-être meilleure au fur et à mesure des jours. Là, Mathis Rondel était meilleur que lui en début de Giro. Ça a un peu changé au fur et à mesure des jours parce qu'il a fini devant. Mais il fait quand même 7ème. Je trouve peut-être que la condition de monter en 3ème semaine. Donc c'est à voir. Et puis à la fin, c'est vrai que sa saison est compliquée. J'aimerais beaucoup s'il est au top de sa forme qu'il gagne une étape. Alors il n'avait pas pris le départ la dernière étape du Tour de Suisse. Il a 28 jours de course. C'est un coureur qui est forcément très attaquant. Il fait 15ème à bas de Ragaz.
où il a été à l'avant de la course, 5ème au Grand Prix Gipingen, remporté par Slog justement pour la Lotto Intermarché, derrière Vlasov, Carapaz et Thibaut Nice. Après c'est au sprint hein, dans un petit comité quand même qu'il arrive, parce que oui, c'est jusqu'à la 14ème place dans ce groupe-ci. Mais on va dire que c'est la meilleure place de la saison, c'est une 5ème ici. Après, c'est encore qui fait beaucoup d'efforts au mois de juin généralement pour être en forme. Je pense qu'on fera 3 coureurs de forme parce qu'il était malade, notamment sur le Pays Basque. Pareil sur la Flèche Liège, Flèche Lamsel, on se décide de ne pas le mettre sur Liège. Mais au final, sur le Tour de Suisse, la condition n'est pas venue. C'est très triste pour Joachim, malheureusement, qu'il soit pas en forme. Moi, ça me rend, vous savez, très triste parce que c'est mon coureur préféré. Mais ouais, j'aimerais vraiment qu'il soit au top de sa forme et qu'il gagne une étape. En tout cas, il a l'ambition. Mais ça peut être compliqué. Total Energy, Gégat, Breuillard, Delbov, Delettre, Gardalec, Lebert, Turgis, Vercher, on va être beaucoup à l'avant. Mais on peut tenter des victoires d'étape. Alors il y a Vercher, oui, bah, il est passé pas très loin en 2024, mais même Delbov a montré qu'il était en bonne condition sur le championnat de France, forcément 3ème. 6ème à la route d'Occitanie, avec 6ème place à Londres-Ville, 8ème à Saint-Paul, Cap de Joux, 17ème au Boucle de la Mayenne, 48ème à Liège. Mais je trouve que oui, la condition monte un peu pour lui. Enfin, condition monte. En tout cas, il était très en forme sur des championnats de France dans la canicule et sur un parcours vallonné. Et très long, donc ça peut être intéressant pour lui. Ancien vainqueur du Tour de Langaoui l'an dernier, avec une étape. Ancien vainqueur du Tour d'Alsace en 2024, vainqueur d'étape sur le Tour de Randa l'an dernier. Non, franchement, c'est un corps qui est assez intéressant. Genre, il était avant dans la formation Saint-Michel, comme Nicolas Broyard d'ailleurs. Qui, lui, oui, il avait fait un Tour Rhône-Alpes. J'allais dire intéressant. Hein. C'est vrai qu'au général, il est un peu plus loin. Mais 5ème, oui, au Tour de Turquie derrière Jordan Jegat, avec une 4ème place à Ankara. Et 8ème au Tour des Alpes-Maritimes. Il a pas mal couru hein, quand même en début de saison jusqu'au Tour de Turquie. Mais c'est vrai que on va bien avec Broyard, pourquoi pas. Mais je pense que c'est surtout voilà, Alexandre Delattre qui en puncher va être assez intéressant. 8ème au championnat de France. Il peut être dans des coups à Durbuy sur le Tour de Belgique qui fait 7ème. 8ème sur les bouts de la Mayenne avec une 8ème après en paille Saint-Sampson. Mais oui, voilà, je pense qu'il sera vraiment à l'avant. 2ème à Paris-Camembert. Ce sera un coureur qu'on verra beaucoup tenter pour des victoires d'étape en puncher. Après, il n'y a peut-être pas beaucoup d'opportunités pour lui, c'est vrai. Et puis, on vient quand même avec Anthony Turgis, bien évidemment, c'est un vainqueur d'étape sur le Tour de France. Il sera dans des coups. Après, ça dépend, on fera le sprinter. Il fera peut-être comme un peu plus haut qu'un Rousseau dans des fonds de top 10 au sprint. Mais est-ce qu'il n'y a pas des étapes je sais pas s'il y a réellement beaucoup d'étapes à sa convenance pour lui. Après, par contre, on est quand même avec Jordan Gigat qui vise, il a dit qu'il voulait porter le maillot jaune. Pourquoi pas le maillot à peau à la victoire d'étape, mais il aimerait beaucoup le maillot jaune. Il parlait dans un vélo magazine que voilà, un Eulalie, quand il porte le maillot rose sur le Giro, il est allé loin. Et il a envie de ça. Il était très en forme sur le championnat de France, il finit 7ème. Sur le Dauphiné, il finit 7ème à Cré-Volant, 7ème au Puy-en-Velay. Et 7ème à Montron-les-Mains, il était pas mal à l'avant, il faut quand même le préciser. Vainqueur pour la reprise à Grand Besançon 12, 3ème au Tour du Jura, 4ème au général avec une 3ème place d'étape sur le Tour de Turquie, 9ème place. Mais il a seulement 20 jours de course, mais il aura peut-être un peu plus de fraîcheur que certains coureurs. Il a beaucoup d'ambition sur cette épreuve-ci, et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. La pique-nique, on vient sans Henri François Renard Raquin, mais on est quand même avec Barguil, Bister Boss, Bittner, Degenkolb, Dont, Markel, ou encore Jules Vandenberg et Frank Vandenbroek. Mais très clairement, on donnera tout pour le sprint avec Bittner. Où il sera... Alors, Degenkolb n'était pas mon poisson pilote réellement à l'époque, mais il sera peut-être là en avant, dernier lanceur, peut-être pour lui. Enfin, Bittner qui était plus longtemps incertain. Il a plus couru depuis le mois de mai. Il a plus terminé une course depuis le Chèche de Prague où il finit 2ème, 6ème au Tour de Bruges, 3ème à la Borden Colsac Classique, mais à mon nom sur Paris-Roubaix, sur la Classique Dunkerque et pas au départ du Grand Prix, enfin de 4 jours de Dunkerque. Et après, une 5ème place aussi sur la dernière étape de Tirreno Adriatico, une 3ème sur la première étape du Tour de l'Algarve. Mais 20 jours de course pour lui. Il faudra voir si la condition est là, mais peut-être, il m'a pas déçu. Hein. Mais c'est peut-être pas je sais pas, en termes de performance, cette saison est un peu compliquée. Surtout qu'on est vraiment dans un marasme dans cette formation pique-nique où il y a peut-être des coureurs qui ont un peu abandonné. Van Den Broek, il a fait un Giro très compliqué. Alors il finit 149ème au général, mais pendant longtemps il était lanterne rouge aussi Van Den Broek. Alors il finit 2 places devant Balucelli et devant Consoni, mais on l'a très peu vu depuis le début de la saison. Van Den Broek, il fait 3ème sur la dernière étape du Tour du Pays, c'est vrai. Mais après, c'est assez compliqué. De toute façon, il sera dans des échappées, Frank Vandenbroek. Mais il n'a pas retrouvé son niveau de la victoire de Romain Bardet sur le Tour de France en 2024 où il l'avait amené. Puis Warren Barguil, pas mal de jours de course pour lui. 30, mais 30 depuis. Il tombe il y a la Figure classique. Classique Var, mais il abandonne le Tour des Alpes, maritime. Avec chute, grosse blessure. Il revient sur la Flèche Wallonne. Et puis, depuis la Flèche Wallonne, c'est 27 jours de course, dont un Giro qui termine en intégralité. Où il a tenté d'être dans des échappées. Il y a quand même une 9ème place d'étape pour lui, qui était à la recherche
d'une victoire d'étape sur les 3 grands tours. Est-ce que Barguil continuera longtemps? 34 ans, il faudra voir s'il n'y a pas de la fatigue qui s'installe pour lui. Mais Warren Barguil, j'en attendais, enfin j'espère qu'il va faire pas mal d'échappées pour lui. Après on a Dont, hein, voilà, qui sera à Bisservos pour être équipier très clairement comme Vandenberg ou Markel. Caroral Seguro Sergia, qui est là à la place de la Unibet, enfin à la place en tout cas ils ont été préférés. Mais on vient Gaviria ou Oldani qui ont fait une saison un peu plus compliquée. Ouais, Oldani a quand même une 4ème, une 3ème, une 10ème place sur le tour de Slovaquie, mais c'est vrai 7ème sur l'étape du Tour de Turquie, 6ème ou 8ème encore sur cette épreuve-ci, et une autre 6ème place d'étape qui est là, et 5ème aussi sur l'étape du Tour d'Oman. Il a fait quelques placettes d'honneur, mais on a amené surtout Fernando Gaviria. Alors Fernando Gaviria, c'est vrai qu'en termes de résultats, il y a une 3ème place sur une 2ème, une 5ème, une 7ème sur le Tour de Hongrie, une 5ème place d'étape sur le Tour de Turquie, une autre 6ème place, 2ème sur la route Van Leinburg, 5ème sur le Pan American Continental Championship. Oui, après ça a été assez compliqué. Deuxième de la première étape du Tour d'Oman, 7ème sur la 4ème et 8ème sur la première étape du Tour d'Alula. Mais moi, ce qui me dérange avec Gaviria, effectivement, c'est quand il lançait ses sprints de très très loin, notamment sur le Tour de France en 2024. Et effectivement, alors il a quand même 31 ans, mais peut-être qu'il a pas le plus gros salaire, je sais pas. Enfin, il a été recruté assez tardivement, visiblement. Mais Gaviria, ouais, j'entends pas grand chose. Après, il y a Bergwijn, Molenaar, Nicolo qui seront là. Au Trouba, je pense que cette équipe aura à cœur d'aller à l'avant, bien évidemment. Sur les courses, il reste quand même de quoi évoquer. Abdelbader Stone et José Félix Parra, 9ème du dernier Tour Auvergnat d'Alpes. 9ème au Grand Colombier quand même. Il était certes dans l'échappée à Crève-Volant, mais il fait quand même 9ème, on l'a dit, au Grand Colombier, ce qui n'est pas déconnant face aux favoris. 10ème du Tour de Turquie. 6ème du Grand Camino avec une 9ème et une 4ème place d'étape. 40 jours de course quand même avant le Tour de France. Il en sera 61 à la fin de cette épreuve s'il arrive au bout. Peut-être un peu de fatigue à la mort que classique, je sais pas, parce qu'il fait que 22ème, mais voilà, c'est le moins bien que d'autres épreuves. Après, c'est vrai que par exemple, il finit 23ème à la Classica Terrestre de la Ebre, mais moins bon sur le Catalogne 23ème ou 29ème à Classica Camp de Morvedre. Mais intéressant quand même, honnêtement, pour lui. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. À 29 ans, il pourrait potentiellement effectivement se retrouver à l'avant de la course. Et, enfin, en tout cas, essayer de faire un top 15 peut-être pour cette équipe-ci. Ou être à l'avant. Il ne sera pas le coureur le plus surveillé dans des échappées. Et Balderstone, alors un des arguments pourquoi Balderstone était, enfin, de la Caroral sur le Tour de France, c'est Balderstone est catalan. Et il avait fait top 13ème de la Vuelta, mais surtout 10ème à l'Angliru. Passé cela, il était champion d'Espagne comme du chrono. Mais sa saison est un peu plus compliquée. Alors il va être dans l'avant de la course. Souvent 44 jours de course, c'est quand même beaucoup. Parce que ça voudrait dire 65 après le Tour de France. C'est beaucoup avant le Tour de France. Mais 71 en Algarve. 29ème sur le Tour de la Communauté de Valence. Et 61 sur le Catalogne. Après, effectivement, il fait 4ème avec une 6ème, une 5ème, une 3ème, une 8ème place sur le Tour au Grand Camino. Mais 28ème en Turquie. 8ème au championnat d'Espagne du chrono. Et 64ème au Tour de Hongrie. C'est que les résultats m'ont peut-être pas totalement... Ouais, je suis assez étonné, c'est vrai qu'il est loin en termes de classement généraux. Mais je pense qu'il sera là en baroudeur et pour des échappées, peut-être, pourquoi pas pour lui et son équipe, hein, aller chercher un premier maillot à poids du Tour de France parce que c'est toujours prestigieux de monter sur le podium, le premier podium protocolaire du Tour de France, un titre de la combativité et aussi un maillot à poids. C'est pas tout le temps qu'on peut en porter un dans une carrière et encore plus quand on est catalan sur ces terres-là. Je pense qu'on voudra voir lui, mais aussi la Caroral qui en Espagne aura à cœur de performer. En tout cas, nous, on va se retrouver ici. Très bientôt. Voilà, on a fait une preview en revenant vraiment sur la start list. On peut parler du maillot vert. Je pense que Pedersen sera d'un des très gros favoris. Il faudra surveiller bien évidemment Pogacar. Philipsen pourra le tenter, mais Guillermet ainsi que Merlier. En fait, le problème c'est est-ce qu'ils auront assez de points? Est-ce que Van Der Poel voudra le jouer aussi? Parce qu'il y a des étapes de vallon, des sprints intermédiaires et puis le maillot à poids, grosse bagarre. Parce qu'on aura du Carapaz, du Ligny, Martinez. Mais on peut, pourquoi pas imaginer. Alors, Scialmo Silo en général, mais je pense qu'il sera équipier. Est-ce qu'Inlev voudra aller le chercher? Pourquoi pas un Storer ou un Ben O'Connor, c'est une possibilité. Ou encore la Caroual, voir Clément Brez Alfonso par exemple. Mais même Bernal, Vauclin, Arensman, pourquoi pas, qui a pris pas mal de points sur cette épreuve l'an dernier. Ou sinon un favori du classement général. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour te voir à la prochaine. Ciao, ciao.